Voilà, mesdames et messieurs, 21h11 dans le studio. Dans 5 minutes, nous allons pouvoir commencer cette émission. Je dis d'ores et déjà bonsoir à ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent un peu partout. Je vois que mon premier invité est déjà en ligne, en l'occurrence, monsieur Ahmed Kourouma, qui nous appelle de Conakry. J'attends le signal de l'équipe technique pour entrer en contact avec M. Ousmane Gawal, avec lequel nous allons commencer cette émission. Encore une fois, chers auditeurs, vous êtes des milliers à vous connecter ce soir. Je vous dis bonsoir. Vous êtes les bienvenus sur les ondes de la Basse-Côte internationale, la radio de la contradiction, la radio de la diaspora guinéenne, ici à Paris, au bord de la Seine. Encore une fois, chers auditeurs, j'attends le signal de Conakry et de la part de M. Ousmane Gawal Diallo, nous allons continuer encore à écouter de la bonne musique, le temps de rentrer en contact avec M. Ousmane Gawal. Voilà, chers auditeurs, 21h14 dans le studio. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, il est exactement 21h dans le studio, 21h14 dans le studio, 15h à New York, 19h à Diassia, à Gawa, à Wawa, à Pini, à Boufoussou et à Saramoussaya. Moins de 15 jours avant le grand événement, Conakry, capitale mondiale du livre. Vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio Basse-Côte de France, votre radio de la contradiction, la radio de la diaspora guinéenne au bord de la Seine, dans son émission, chers auditeurs, Projection sur la Guinée, qui vous parvient tous les samedis sous la conduite éclairée de Mali Camara, accompagné ce soir par Almami Sekousouma, le doyen John Sissi, Lansana Bangoura de Rennes et nos différents consultants. Je rappelle ce soir qu'avec la complicité de l'équipe technique, nous sommes synchronisés avec la radio Soleil gérée par Hamid Baldé, auquel je dis bonsoir. Vous êtes nombreux, chers auditeurs, à nous suivre et à nous renouveler votre fidélité depuis l'Angola, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, la Guinée dans les 4 communes de la capitale, en Europe, en Asie et en Amérique. Chers auditeurs, ce soir, une pensée au peuple suédois, à la forte communauté guinéenne qui vit harmonieusement dans ce pays épris de paix. Malheureusement, vous le savez, a connu
avant-hier, je veux dire, quelque chose de malheureux, regrettable. Je recevrai pour la circonstance dans cette émission le président de la diaspora guinéenne en Suède, M. Steve Doumbouya, mais également M. Emmanuel Touré, tous deux de nos compatriotes qui vivent à Stockholm, pour nous dire comment nos compatriotes ont vécu ce moment difficile, quelle est leur morale à ce jour. Par ailleurs, chers auditeurs, au milieu de notre émission de ce soir, je reçois pour vous deux personnalités emblématiques de la vie politique de notre pays. Ils sont tous les deux perspicaces, courageux et ont en commun le talent oratoire et le statut du conseiller politique. Il s'agit de M. Ousmane Gawal, le jeune député uninominal de l'UFDG dans la circonscription de Gawal. Et le second, c'est Ahmed Kourouma, le vice-président de groupe. Entendez par là, chers auditeurs, Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité. Avec eux, nous allons commenter, analyser la situation sociopolitique de l'Afrique et de notre pays à travers la conférence internationale de l'émergence africaine tenue en Côte d'Ivoire. Nous tâcherons de commenter, je dirais, le discours du professeur Alpha Condé, discours, vous savez, qui fait couler actuellement beaucoup de salive dans le milieu politique et sur la toile. Puis ensemble, nous essaierons de faire le point à ce jour de l'accord politique. Du procès du 28 septembre, c'est-à-dire la capacité de notre pays à organiser et juger un procès d'envergure, et si le temps nous permet, chers auditeurs, pourquoi pas, je dirais, d'envisager quelques questions relatives à l'ouverture de la session des lois à l'Assemblée nationale. Vous l'avez compris, chers auditeurs, ce soir le menu est très alléchant. Je vous invite à déguster avec l'aide de mes deux invités, auxquels je dis bonsoir et la bienvenue. Je vais tenter d'ouvrir leur micro. Je dis bonsoir à M. Ousmane Gawal. Je ne sais pas s'il m'entend depuis Conakry. Et je dis bonsoir également à M. Kourouma Ahmed. M. Kourouma Ahmed, très courageux, qui nous appelle aussi également de Conakry. Bonsoir M. Gawal, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement, je vous reçois. Bonsoir, je vais tenter d'ouvrir le micro de M. Kourouma. M. Kourouma qui est déjà connecté depuis un certain temps. Pour l'instant, beaucoup d'auditeurs connectés ce soir du côté de Londres, de la Suède. Je ne vois pas pour l'instant M. Kourouma en ligne. Je demande au service technique de rentrer en contact avec M. Kourouma. M. Gawal, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je vous reçois parfaitement. Parfait, très bien. Monsieur Gawal, avec vous, nous allons pouvoir commencer cette émission. Attendez, je vois un deuxième numéro. Monsieur Kourouma, est-ce que vous m'entendez depuis Conakry? Pour l'instant, non. Monsieur Kourouma, je ne l'ai pas pour l'instant en ligne. Patientez un instant, chers auditeurs. Beaucoup d'auditeurs connectés ce soir à la circonstance. Pour l'instant, non, je ne vois pas Monsieur Kourouma en ligne. Ce qui est sûr et certain, nous allons pouvoir commencer l'émission avec Monsieur Gawal. Monsieur Gawal, en tout cas, merci. Merci à vous deux, hein, je dirais tantôt, d'accepter l'invitation de la diaspora guinéenne à travers sa plateforme d'échange, pour partager votre vision de ce que nous avons en commun et de précieux, la Guinée, notre pays, notre nation et notre peuple. Monsieur Gawal, pendant 3 jours à Abidjan, la capitale ivoirienne a accueilli la conférence, vous savez bien, la conférence internationale sur l'émergence en Afrique, conférence qui a connu la participation des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des experts du monde entier pour débattre les conditions de développement de notre continent. Que vous inspire une telle rencontre, M. Gawal? Merci beaucoup. Je pense que c'est quelque chose de réjouissant de voir l'Afrique prendre l'initiative d'écouter ses experts, ses intellectuels et de faire appel à d'autres compétences à travers le monde pour mettre sur la table de la réflexion la question du développement qui tienne compte du contexte international aujourd'hui, des crises tout azimut partout, ainsi que la nécessité de préserver un environnement sain pour les générations futures, de faire attention aux ressources épuisables que regorge notre continent, aux crises politiques, etc. Et c'est dans ce contexte qu'il faut redéfinir le paradigme du développement africain. Donc c'est quelque chose de bien. J'ai été, si vous voulez, réconforté par cette conférence parce qu'elle a eu lieu dans un pays qui est gouverné par un libéral,
qui fait partie donc de l'international libéral, M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il commence à prendre pied. Au Sénégal, c'est aussi un libéral qui gouverne. Nous sommes entourés d'une bonne brochette de chefs d'État socialistes, mais que cela n'en tienne, le libéralisme a conquis la manière de gouverner sur l'Afrique, donc c'était bien. Beaucoup de discours, beaucoup de textes sont sortis. Il faut espérer qu'il y ait une suite après Abidjan, que notre capitale puisse contenir pour qu'il y ait la suite et que ceci puisse produire des choses consommables pour les décideurs du continent. Merci, M. Gawal. M. Gawal, vous restez dans le débat. Je retrouve M. Kourouma. M. Kourouma, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez depuis Conakry? Beaucoup d'auditeurs ce soir. Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Et puis d'abord, bonsoir à vos auditeurs. Et puis bonsoir à mon frère député, Gawal, que j'aime beaucoup. Je lui passe le bonjour et le bonsoir. Merci, bonsoir, 21h en tout cas à Conakry, en France, je crois qu'il est 19h à Conakry. Monsieur Kourouma, en tout cas, merci, je disais tantôt, merci d'avoir accepté cette invitation de la diaspora guinéenne. Vous savez qu'en matière de débat, Monsieur Kourouma, chaque prise de position n'est qu'une conviction personnelle. Quelle est votre vision de l'émergence africaine? Quelle analyse, quelle critique, quelle suggestion pouvez-vous faire de cette conférence qui a été émaillée de prises de décision, de positions diverses, j'allais dire? Écoutez, c'est un positionnement d'abord idéologique. Le frère Gawal vient de le dire, la plupart des pays sont gouvernés par des socialistes, chose que nous ne sommes pas. Nous sommes des libéraux. Ça passe aussi par la démarginalisation des capitaux africains et de l'économie africaine. Il faut savoir que nous sommes un continent en marge de l'histoire mondiale de l'économie. Nous ne comptons que très peu. Donc nous faisons partie d'une génération, Gawal et moi, qui entendons justement changer cette donne. Nous sommes rentrés dans notre pays pour émerger ou faire émerger d'autres courants de pensée, d'autres idées et renouveler le pacte économique que nous devrions passer avec nos concitoyens. Pour ce faire, il y a des process, il faut que l'Afrique en général et que la Guinée en particulier rentrent dans ce que j'appelle la priorité des priorités absolues, c'est-à-dire la guerre économique. Nous sommes un continent marginalisé par nous-mêmes, nous sommes un pays marginalisé par le phagocytage de l'économie par quelques-uns au profit de quelques-uns, et cela, j'estime que cela devient inadmissible et inacceptable pour notre pays. Nous sommes, et je le dis souvent, nous sommes le premier détenteur de l'une des matières premières essentielles dans le monde. Nous sommes le deuxième producteur mondial. Et je pose toujours cette question, comment se fait-il que notre pays, qui a produit, encore une fois, près de 400 milliards de tonnes de bauxite, qui a participé à la richesse du monde de par ces matières premières, comment se fait-il que ce pays soit aujourd'hui exempt d'infrastructures, soit aujourd'hui dans une économie marginale, dans une économie qui ne fonctionne guère? Voilà toutes ces questions, cela s'appelle le droit d'inventaire. Donc ma génération, et comme le député Gawal en fait partie, nous posons ces questions-là pour pouvoir avancer sur l'avenir et faire d'autres propositions. Je voudrais que vos éditeurs comprennent que ce qui a déjà été fait est le minimum qu'on puisse faire dans un pays et qui n'existe pas. Donc ils n'auront de cesse que de comprendre qu'il va falloir qu'ils fassent confiance à une nouvelle génération, celle qui est la nôtre, parce qu'on ne pourra pas faire pire. On pourra au contraire, puisque nous avons fait nos études à l'étranger, nous avons le sens du patriotisme, et quand je dis le sens du patriotisme, c'est le patriotisme économique, c'est privilégier nos ressources, nos populations, nos communautés, pour que enfin ce pays, qui est l'un des plus beaux pays du monde, sorte de ce marasme économique dans lequel il est. Alors la conférence qui a eu effectivement en Côte d'Ivoire est une très bonne chose, c'est un début. Il va falloir que nous prenions la relève, que nous fassions des propositions économiques et que nous développions au sein de notre région, ce que j'appelle la sous-région, un commerce. C'est-à-dire que nous privilégions nos frères, nos pays frontaliers, pour que enfin nous arrêtions de dépendre de l'Occident. Voilà mon credo, voilà mon combat. Je pense que c'est aussi celui du député Gawal, et c'est aussi en cela qu'on se rejoint sur beaucoup de points, même si nous avons parfois quelques divergences, mais c'est aussi cela la démocratie et les courants. Donc si voilà, pour résumer un peu le fond de ma pensée, c'est africaniser notre économie et enfin y mettre de la compétence. Nous sommes dans un pays où nous avons fait un pacte avec la médiocrité et cela me paraît insupportable.
Il faut qu'on arrête avec ça, qu'on arrête de tendre la main parce que nous avons largement les moyens justement de donner plutôt que de recevoir. Merci M. Kourouma, 21h26 dans le studio, beaucoup d'auditeurs connectés ce soir et je dis bonsoir à nos auditeurs qui nous suivent du côté de la Suède. Inventer un nouveau modèle de développement pour l'Afrique, telle est l'idée de M. Kourouma. Je reviens vers le député Gawal, 21h26. Toujours, nous allons pouvoir avancer assez rapidement. Beaucoup d'auditeurs qui souhaitent intervenir ce soir. Je vous demande simplement de faire étoile 6. Je vous donnerai l'opportunité de vous exprimer sur ce sujet majeur. Monsieur Gawal, je rappelle que vous êtes le conseiller politique du chef de file de l'opposition. L'UFDG, qui est le principal parti de l'opposition, tout porte à croire en cas d'alternance politique dans notre pays, votre formation à ce jour est mieux placée, à moins que mon frère Kourouma ne me dise le contraire. Quels sont les leviers sous lesquels aujourd'hui les actions concrètes doivent être menées à court, à moyen terme pour assurer l'émergence africaine et voire l'émergence guinéenne? Disons d'abord sur le débat, moi je pense que sur cette question, je ferai que répéter un tout petit peu Ahmed Kourouma, parce qu'effectivement, nous partageons cette vision libérale du monde. Et donc, sur cette question, les Guinéens ne doivent pas être à marge. Ça veut dire que la nouvelle génération guinéenne ne doit pas être à marge du débat qui doit sous-tendre les questions fondamentales du développement et de l'émergence du continent. C'est très important. Redéfinir le paradigme, ça veut dire redéfinir les termes même de l'échange d'une économie intégrée, régionalisée sur le continent, avant d'être une économie globale sur l'ensemble du continent africain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a très peu d'échanges entre la Guinée et le Sénégal, profitable, de façon profitable pour les pays. Moi, je suis à la frontière, comme vous le savez, entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Quand je prends l'huile de palme de Gawal et que je veux l'amener au Sénégal ou en Guinée-Bissau, c'est la croix et la bannière. Je ne peux pas profiter du ciment produit au Sénégal qui me revient à Gawal à 45 000 francs guinéens le sac. Je suis contraint d'importer le ciment de Conakry qui me revient à 80 000 francs le sac à Conakry. Je ne peux pas profiter du poisson en abondance en Gambie qui me coûterait moins cher à consommer à Conakry, à Gawal, par rapport au poisson de Conakry, et je suis obligé de faire ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on redéfinisse beaucoup de paramètres. Participer au débat, ça veut dire aussi être concret sur ça. Donc, le changement de régime, éventuellement, si cela arrivait et que l'UFDG arrive, il ne suffit pas que le RPG soit remplacé par l'UFDG pour donner de facto la chance à la gouvernance. Il faut un renouvellement de génération, donc de la pensée et du mode de gouvernance. C'est très important. Donc, peu importe le régime qui arrivera, si on gouverne avec les mêmes recettes, avec les mêmes hommes, qui tiennent compte souvent des copinages sans aucun fond dans la qualité, je crains que la Guinée ne continue encore à faire de cette place pour plusieurs générations. Donc, l'arrivée de l'UFDG doit être, si cela se concrétise dans les prochaines années, doit être une révolution de génération, une révolution dans les idées et une révolution dans la pratique pour faire en sorte que notre pays puisse prendre le train de cette émergence dont on chante souvent partout ailleurs et qui a du mal à s'enraciner de façon globale sur le continent. Parfait. Parfait de la position de M. Gawal. Je reviens tantôt vers M. Kourouma. Nous allons passer à la deuxième partie du débat. Je rappelle que vous êtes là pour 45 minutes, 1 heure pour pouvoir débattre tous ces sujets majeurs. Je demande aux auditeurs qui souhaitent intervenir de faire étoile 6. Je vais commencer à ouvrir le débat pour vous donner l'opportunité de vous exprimer. M. Kourouma, à travers cette conférence, nous allons pouvoir parler du discours du professeur Alpha Condé, le discours du professeur Alpha Condé qui fait actuellement couler beaucoup d'encre et de salive. Quel est votre commentaire sur l'analyse du discours du professeur Alpha Condé? Allô, c'est à moi? Oui, c'est à M. Kourouma, pas à vous, c'était à M. Kourouma. Est-ce qu'il est là, M. Kourouma? Pour l'instant, M. Kourouma n'est pas en ligne. Est-ce qu'il m'entend? Je rappelle qu'il y a beaucoup d'auditeurs connectés ce soir. Pour l'instant, M. Kourouma, je crois, est reparti. Je reviens vers M. Gawal. M. Gawal, est-ce que vous m'entendez, vous? Oui, je vous reçois. Effectivement, moi, j'ai suivi ce discours du chef de l'État, comme beaucoup de gens, avec beaucoup d'étonnement. C'est un discours qui a daté. D'ailleurs, tout de suite après, j'ai publié un post sur ma page Facebook où j'ai dit que le logiciel du chef de l'État n'a pas été actualisé depuis très longtemps.
depuis très longtemps, on n'est plus dans les années 60, où il faut des slogans en contradiction avec la réalité. Couper le cordon ombilical avec la France, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui ne vit et qui ne respire qu'à travers la France, qui ne voyage qu'avec les documents français? Cela veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas hésité à rompre des marchés conclus au profit de Bolloré, la France, etc., etc. Et ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la guerre idéologique qui reprend quand on sait que c'est des socialistes qui gouvernent la France et que lui aussi, ces 2 mandats, quasiment, il les a fait sous le socialisme. Donc, je pense qu'il faut une certaine clarification dans le discours et dans les comportements. Lorsqu'un chef d'État africain prend la parole pour dire je veux qu'on coupe le cordon ombilical alors que son propre pays n'arrive pas à équilibrer son budget national sans tendre la main à la France, je pense que le discours ne sied pas à la circonstance. Et puis le milieu, le contexte, ce n'était pas ça. Il ne s'agit pas de faire le procès du colonialisme ou des rapports internationaux. Il s'agissait de proposer des solutions concrètes pour faire en sorte que l'émergence soit une réalité et qu'il quitte la place des slogans pour être celle du concret. Donc c'est très important cela. Et donc j'ai trouvé un chef d'État en déphasage. D'ailleurs, c'était rigolo parce que les gens riaient, non pas pour lui, mais je pense que les gens se moquaient tout simplement de lui. Les gens se moquaient de lui d'après, en tout cas c'est l'idée, la pensée, la position du député Ousmane Gawal. Je revois que mon confrère, mon invité Ahmed Kourouma est déjà revenu en ligne. Monsieur Kourouma, mon frère, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, désolé, nous subissons les affres de la médiocrité guinéenne. Donc, effectivement, je vois que la ligne téléphonique, pour l'instant, ce n'est pas du tout évident. Je le constate. Vous partez, vous revenez. D'accord. Ce qui est sûr et certain, beaucoup d'auditeurs ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte Internationale, auquel je dis bonsoir. Ce soir, nous sommes écoutés du côté de l'Inde, à la communauté guinéenne qui nous suit du côté de l'Inde. Je leur dis bonsoir. Et bonsoir aussi à la communauté guinéenne qui nous appelle via la page Facebook de la radio Basse-Côte Internationale. C'est depuis Shanghai, la ville gigantesque. Monsieur Kourouma, dites-nous votre analyse sur le discours, ce fameux discours du professeur Alpha Condé. Et je demande à la cabinet technique, le professeur Alpha Condé, s'ils peuvent rentrer en contact avec le professeur Alpha Condé, et déjà sans doute qu'il va pouvoir intervenir dans cette émission. Et je dis bonsoir à monsieur Sissi qui nous sert voilà, de quoi de transmission avec la présidence de la République. Sans doute, nous allons pouvoir, ce qui est sûr et certain, l'entendre. Monsieur Kourouma, quelle est votre position, quelle est votre analyse, la lecture que vous faites de ce discours? Alors, je n'ai pas pour habitude de nommer, moi je me bats contre un système, j'ai toujours dit, parce que bon, le député Gawal est dans son rôle puisqu'il est député de l'opposition, moi je suis plus mesuré que cela, comment dirais-je, je dis toujours que j'ai un respect pour la fonction présidentielle et pour l'homme qui aujourd'hui prédestine aux destinées de notre pays. J'ai trouvé le discours, comment dirais-je, un peu consensuel, fédérateur. C'est un discours qu'on nous ressort sans cesse lorsque on est acculé ou lorsque nos chefs d'État sont acculés dans certains de leurs retranchements et de leurs défaillances économiques, mais il a le mérite d'exister. Bon, alors, vous savez, il faut dans un discours la symbolique du discours, il faut aussi la raison et le cœur. Effectivement, en tant que Guinéen, j'ai été heureux de voir qu'un président de la République qui est censé me représenter ou représenter l'ensemble du peuple de Guinée puisse avoir ce demi-courage de faire ce genre de discours. Très bien. Alors, passons la symbolique, allons dans les faits. Dans les faits, nous sommes, je dis bien, une région aujourd'hui en déshérence économique. Mais ce n'est pas que la Guinée. Même si la Côte d'Ivoire, avec à la tête Alassane Ouattara, qui est un économiste reconnu mondialement, est aussi aujourd'hui dans une forme de non-redistribution des richesses. Nous avons un problème à ce niveau-là. Alors, nous devons nous retrouver dans des valeurs matérielles, dans des valeurs intellectuelles et surtout le plus important, dans des valeurs morales. Il va falloir que l'on se redéfinisse nous-mêmes, qu'on s'africanise en tant que culture, en tant qu'homme, en tant que pays, en tant que nation et en tant que continent. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, je vous donne un simple exemple, qu'en Afrique du Sud, aujourd'hui, et que personne n'en parle, des gens se permettent, alors que nous avons lutté, la Guinée, contre l'apartheid. Nous avons été l'un des pays qui a été le fer de lance de la lutte contre l'apartheid. Il n'est pas normal que les Africains se fassent massacrer, absolument assassinés,
sous le silence ahurissant de la communauté d'abord internationale et surtout de la complicité de l'Union africaine. Je trouve ça pas normal. Et ça commence là, l'africanisation, ça commence là, la prise de conscience que nous devons d'abord nous unir avant toute autre chose. Alors, le discours, tant mieux, parce que ça ne reste qu'un discours. Maintenant, moi, j'attends, et je pense que notre député Gawal sera d'accord avec moi, j'attends des actes. Alors, je voudrais quand même répondre aussi, parce que lorsque ça a coupé, je vous ai entendu parler de quelque chose à propos de l'alternance. Savoir si j'étais d'accord ou pas. Moi, je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui fait partie, je suis un membre de l'opposition constructive, puisque j'appartiens à un parti qui fait partie de l'opposition. J'ai une relation très privilégiée avec le député Gawal et avec le Kotos Elou. Je suis un démocrate et je suis pour l'alternance. Notre démocratie naissante n'a jamais connu l'alternance. Alors, il faut que l'on fasse fi du côté partisan qui est le nôtre, parce qu'en Guinée, on est avec ou contre quelqu'un, malheureusement c'est comme ça, on est d'un manichéisme absolu, c'est soit blanc, noir, ils oublient qu'il y a entre le noir et le blanc, il y a le gris, voire différentes couleurs de gris, et je me bats justement pour créer ces différentes couleurs-là, c'est-à-dire qu'il y ait des courants. On peut soutenir l'opposition, on peut être pour l'alternance dans ce pays, et reconnaître parfois, lorsqu'il y a des actions qui sont menées par le gouvernement actuel, lorsqu'il y a des hommes au sein de ce gouvernement qui ont des compétences, on peut le reconnaître. Ça ne veut pas dire que l'on trahit sa pensée, que l'on trahit son camp, ça veut dire avant tout qu'on est, au-delà d'être partisan, au-delà d'appartenir à une forme de formation politique, on est d'abord et avant tout guinéen. Et c'est ce qui m'intéresse. Alors, je suis pour l'alternance, je veux que ces élections qui arrivent, dans lesquelles tout le monde se projette, soit une élection propre, pour que le meilleur d'entre nous, et j'ai fait un édito là-dessus il y a quelques jours, pour que le meilleur d'entre nous puisse enfin accéder aux commandes. Et je suis, mais alors, à 100% d'accord avec le député Gawal lorsqu'il parle d'une régénérescence, d'une alternance, plutôt d'un renouvellement du personnel politique. Et il faut dans notre pays, parce que c'est l'essence même de la politique, de la vitalité d'un pays, il faut que la jeune génération accède aux commandes. Mais quand je dis la jeune génération, ça veut dire celle qui va prouver par les actes et par son patriotisme qu'elle est capable de gouverner et de faire des propositions. Parce qu'il ne s'agit pas de faire du jeunisme à tout va, il faut respecter les anciens, mais il faut effectivement, il ne servira à rien. Imaginons l'hypothèse que l'UFDG arrive au pouvoir, parce que c'est l'une des hypothèses les plus probables avec celle de Sidya Touré. Imaginons qu'elle arrive au pouvoir. Il faut effectivement qu'on arrête de gouverner avec les mêmes hommes. Moi, j'ai grandi avec des gens qui sont aujourd'hui encore aux commandes. Je pensais qu'Alpha Condé, dans son premier mandat, il ne l'a pas fait, je peux le comprendre. Il avait besoin d'asseoir son pouvoir. Mais je pensais réellement que dans son deuxième mandat, il allait me balayer toute cette médiocrité avec laquelle on a vécu depuis 30, 40 ans et qui est insupportablement, aux commandes et qui ne fait rien. Quand vous venez aujourd'hui dans notre beau pays, que vous regardez l'état des routes, l'état de l'économie, l'état de déliquescence de notre peuple, vous en avez mal au cœur, ça vous prend aux tripes, la pauvreté est endémique, il n'y a pas de structure, d'infrastructure, il n'y a pas d'économie, comment dirais-je, de quelque chose de porteur d'un espoir. Même ça, il n'y en a pas. Merci, M. Kourouma. M. Kourouma, vous restez dans le débat. Je vais ouvrir le débat en donnant l'opportunité à ces milliers d'auditeurs connectés ce soir avant d'aller donner la chance à nos compatriotes, M. Doumbouya et M. Touré, du côté de la Suède, précisément à Stockholm, qui vont nous donner quelques informations de la part de nos compatriotes qui vivent dans ce beau pays qui a été frappé, vous le savez, chers auditeurs, avant-hier par un attentat que nous déplorons tous. Je vais donner la chance à M. Almami Souma, le consultant politique de la radio Basse-Côte Internationale, qui est actuellement à Lille. Monsieur Wango, est-ce que vous m'entendez, M. Souma? Je vous dis bonsoir, est-ce que vous m'entendez du côté de Lille? Oui, M. Kamara, bonsoir, je vous entends parfaitement. Bonsoir. Parfait, bonsoir M. Almami Souma. Vous êtes du côté de Lille ce soir, la ville la plus accueillante, qui a été qualifiée de la ville la plus accueillante, vous le savez, en 2013. Almami Souma sur l'Esti, quelle est votre analyse par rapport à l'intervention de nos deux invités ce soir? Si vous avez une question, une remarque, je vous laisse le soin d'intervenir.
Merci beaucoup, M. Camara, et je dis bonsoir à nos valeureux auditeurs, et bonsoir à Ousmane Gawal, le célébrissime député qui fait la fierté de la jeunesse guinéenne, et bonsoir à M. Ahmed Kourouma qui, dans le temps, a fait preuve de capacité dans la limite du possible dans un régime d'exception que la Guinée a connu en 2008, précisément après la mort du général Lansana Conté. J'ai un certain nombre d'interrogations qui partent d'un certain nombre de constats. Je commencerai par M. Kourouma qui a quand même pointé du doigt l'état de médiocrité de la Guinée, de la gouvernance guinéenne, des cadres guinéens. Et en partant du principe qu'il faut rétablir la vérité pour bâtir l'avenir, je voulais simplement poser la question à M. Kourouma. Est-ce que, parce que contrairement à Ousmane Gawal, M. Kourouma, à un moment donné de l'histoire, a eu la responsabilité à un certain niveau de contribuer à la gestion du pays. À cette époque-là, on n'entendait pas M. Kourouma parler de la médiocrité. On n'entendait pas M. Kourouma parce que j'étais personnellement très impliqué dans tout ce qui se passait dans le pays. En fait, je vais dire concerné, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui se passait dans ce régime d'exception, mais je n'entendais pas M. Kourouma parler comme il est en train de parler aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il pointe un doigt accusateur sur la médiocrité du pays simplement parce qu'il n'appartient plus au système? Et je voulais savoir, puisque cette vérité, le rétablissement de cette vérité, nous avons besoin de ça pour construire l'avenir, nous avons besoin de ça pour renouveler qualitativement la classe politique guinéenne, nous avons besoin de ça pour éviter que nous mettons des personnes qui peuvent quand même faire la fierté et l'honneur de la Guinée. Au-delà des mêmes personnes qui gèrent le pays depuis plus de 50 ans. Merci Almami Koussouma. Je pense que M. Kourouma a compris votre question. Soyons succincts ce soir. Beaucoup d'auditeurs ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte internationale. M. Kourouma, c'est à vous de satisfaire Almami Koussouma qui nous appelle de Lille ce soir. Alors, Almami, monsieur Souma est un consultant, c'est ça, de votre radio. Je voudrais lui expliquer deux choses. Lorsqu'on fait une telle émission, il faut d'abord se renseigner de manière probante sur le parcours politique d'un homme, parce que c'est un peu fort de café ce qu'il vient de dire. Je vais préciser. Je n'ai jamais, et je le mets au défi de me prouver le contraire, appartenu à une quelconque gouvernance, que ce soit sous Conté ou sous le CNDD. Je n'ai jamais eu une quelconque responsabilité en la matière. Donc je m'inscris en faux dans ce qui vient d'être affirmé. Mais j'irai plus loin. Je voudrais lui faire comprendre que j'ai été le conseiller politique du président Moussa Dadis Camara 3 ans après qu'il ait quitté le pouvoir. À aucun moment, malgré le fait que les propositions m'ont été faites d'être ministre sous Dadis et sous Sekouba Konaté, je les ai toujours refusées. Donc, je trouve un peu bizarre qu'un homme qui est un consultant politique puisse affirmer ça de manière très, très sûre de lui sur votre antenne. C'est aussi la non-médiocrité commence par là, par faire une véritable recherche sur les hommes que l'on est censé interviewer lorsqu'on les a en face d'eux. Donc je lui réponds, je le mets au défi de prouver à qui que ce soit que j'ai été aux commandes, que ce soit sous Conté ou sous le CNDD. Passons. Je voudrais aussi apporter une précision à vos auditeurs, parce que je l'ai maintes fois répété. J'ai été le conseiller du président Moussa Dadis Camara, qui est un ami dont je suis fier, non pas par... parce que j'étais en accord avec lui politiquement, mais parce que je suis un souverainiste. J'ai affirmé que je refuse qu'un fils de Guinée, quel que soit le crime qu'il ait commis, soit jugé à la CPI, et que ce soit lui ou un Africain. Donc c'est la raison pour laquelle, parce que le cas Dadis est un cas qui concerne la communauté internationale, je suis rentré 3 ans après, je le reprécise, 3 ans après qu'il ait quitté le pouvoir, comme conseiller politique, parce que je ne voulais pas qu'il aille à la CPI, je voulais que cet homme soit jugé dans son pays par la justice guinéenne et qu'il ait des comptes à rendre uniquement au peuple de Guinée. Parce qu'encore une fois, je condamne, et ce qui s'est passé le 28 septembre est une horreur absolue pour le démocrate que je suis. Donc voilà, ma réponse, elle est très claire. Votre intervenant, malheureusement, s'inscrit en faux dans ce qu'il vient de dire parce qu'il est mal renseigné. Je n'ai à aucun moment, je le dis bien, participé de quelque manière que ce soit à la gouvernance du CNDD.
J'ai été le conseiller de Moussa Dadis Camara 3 ans après qu'il ait quitté le pouvoir. Voilà ma réponse. Parfait, M. Kourouma. Je pense que vous avez été clair là-dessus. Nous n'allons pas engager une quelconque discussion là-dessus. Alma M. Koussouma, si vous avez juste une question ou quelques points à éclairer par rapport à votre question, je vous laisse le soin d'intervenir. 21h46 dans le studio, sachant qu'il y a beaucoup d'auditeurs ce soir qui souhaitent intervenir. Nous allons partir du côté de Hambourg. Avez-vous un message, M. Alma M. Koussouma, une remarque par rapport à cette intervention de mon invité, M. Kourouma? Oui, M. Kamara, merci encore une fois. Et, je vais être bref parce que j'ai une petite interrogation à faire avec M. Ousmane Gawal. Ce que je voulais dire, c'est que même si... Pour l'instant, M. Gawal n'est pas en ligne. Je suis convaincu qu'il essaie de me reprendre. Beaucoup d'auditeurs ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte internationale. Oui, M. Gawal est en ligne. M. Gawal, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Parfait. M. Koussouma, allez-y assez rapidement. Nous allons partir du côté de l'Allemagne, puis après. Bon, d'accord. Alors, en parlant de renouvellement, parce que M. Ousmane Gawal, le député Gawal, a insisté sur le renouvellement de la classe politique, sur la révolution de la gouvernance, de la pratique dans notre pays. Il faut noter par là que le renouvellement ne signifie pas forcément que c'est la jeunesse qui doit accéder au pouvoir, mais ça signifie que c'est les pratiques qui doivent changer. Alors, la question que je pose, la première question, parce que récemment j'ai appris Fodé Oussou dire que l'UFDG ne prendra plus part à une quelconque manifestation politique. Est-ce que le député Gawal confirme cette affirmation? Alors, la deuxième question, le rapprochement de Cellou Dalein Diallo, en fait, je dirais, je sais pas, un rapprochement, je ne sais pas la nature, je ne peux pas définir la nature de ce rapprochement. Mais le fait que, visiblement, le professeur Alpha Condé consulte le chef de file de l'opposition et que le professeur Alpha Condé lui-même, depuis près de 10 ans maintenant, gère mal le pays, je dis 10 ans par rapport à ces deux mandats, est-ce que le président Cellou Dalein Diallo de l'UFDG peut incarner objectivement ce renouvellement de la génération que le député Gawal réclame de toutes ses forces? Ne pense-t-il pas qu'au prochain congrès de ce parti, il doit lui-même se présenter au poste de président de l'UFDG pour que nous puissions, avec conviction, incarner ce renouvellement de la classe politique? Voilà ma question. Merci Alma M. Koussouma. Monsieur Gawal, c'est à vous de satisfaire la curiosité de Alma M. Koussouma qui nous appelle ce soir du côté de l'île. Merci beaucoup. D'abord, je pense qu'il faut tenir compte d'une chose. Quand on dit renouvellement, c'est bien sûr le renouvellement de la pratique. Ce ne sont pas forcément les hommes. Bien sûr qu'il y a par moment, il faut des hommes nouveaux parce que de toutes les générations, il y a des bons, il y en a des très mauvais. Nous avons des jeunes talentueux qui sont rentrés récemment dans le pays et qui s'avèrent être des pires cauchemars de la gestion de notre pays, qui s'avèrent être des kleptocrates. C'est incroyable. Donc cette manière de gouverner, effectivement, on est censé de dire que c'est les générations qui peuvent changer, mais au-delà de cela, il faut la pratique. Ce sont les hommes, ce sont les pratiques, ce sont les institutions. Il y a beaucoup de choses à renouveler pour faire en sorte que notre pays puisse aller vers l'excellence. Ça veut dire qu'effectivement, des concurrences doivent apparaître, mais des concurrences saines, des résultats. La pratique doit changer. Ça, c'est l'essentiel. Deuxièmement, est-ce que le changement, est-ce que c'est le Dalein, la consultation qu'il fait actuellement avec Alpha Condé, quelle est la nature de ces rapports? Nous sommes dans un pays qui est bâti sur le conflit et la confrontation. Depuis 1958, nous sommes dans l'incapacité d'asseoir un dialogue entre les acteurs politiques. Le rapport entre l'extrême gauche en France et l'extrême droite n'est pas un rapport aisé du point de vue de l'idéologie, mais c'est des gens qui dialoguent quand c'est nécessaire, par médias interposés, par des rencontres. Quand le chef de l'État est de gauche, comme François Mitterrand qui a introduit cette nouvelle, François Hollande les consulte. Aujourd'hui, l'Afrique est en train d'expérimenter cette forme d'interlocuteur de l'opposition qu'on appelle le chef de file de l'opposition. Lorsque la loi a été votée, elle a instauré et inclus en son sein des rencontres périodiques entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition, pour que le dialogue soit l'élément de règlement de nos conflits et de nos contradictions.
on est en train de faire cette expérience-là. Il serait très important que la nouvelle génération saisisse cette opportunité à ne pas considérer que lorsque le chef de file de l'opposition rencontre le chef de l'État, cela est une capitulation ou une renonciation à l'objectif. Nous sommes en train d'expérimenter cette manière de régler les conflits. Mais quand on me dit que Fodé Ousso a dit que l'UFDG ne prendra plus part à une manifestation dans notre pays, je ne crois pas qu'il puisse dire ça, parce que la manifestation est un élément essentiel de la démocratie. Ce que nous devons faire, c'est de pacifier cette manifestation. La manifestation est un élément essentiel dans la démocratie. Nous allons partir à Hambourg, je le dis tantôt, 21h51 dans le studio. À Hambourg, la deuxième plus grande ville de l'Allemagne après Berlin, où nous allons trouver Madame Chérif Baldé qui va essayer d'intervenir dans cette émission. Puis j'irai à Stockholm où je vais trouver M. Doumbouya et M. Touré. Madame Baldé, est-ce que vous m'entendez bien, Chérif, depuis Hambourg? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir, Madi. Vous allez bien? Parfait, très bien. Bonsoir à vous. Ce soir, nous avons deux invités. Si vous avez une question, une suggestion à faire par rapport à leur intervention ou votre analyse par rapport au débat, je vous laisse le soin d'intervenir. D'accord. Alors, je dirais d'abord bonsoir à vos auditeurs et bonsoir naturellement à vos invités. Et je commencerai par ceci. Je dirais d'abord, pour moi, je trouve le discours du professeur Alpha Condé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais très jeune et je n'ai jamais épousé ses idées. Mais pour une fois, dans ma vie, j'ai trouvé quand même c'était un discours qui est très sincère. Parce qu'à l'état actuel des choses, et surtout que c'est un discours qui rentre dans le cadre de l'actualité africaine, et quand on prend actuellement le mouvement anti-CFA qui est en train de se passer partout et dans la zone naturellement concernée, les pays de la zone CFA et tout, avec Kémy Séba, les Christophe Ekanga, où on essaye réellement de couper le cordon ombilical avec la France. Et je dirais à M. Gawal, couper le cordon ombilical, ça ne veut pas dire, parce qu'on a un passeport français ou on est naturalisé français, que ça ne doit pas être possible. Quand on le parle, je me dis, c'est juste pour qu'on arrive à avoir notre indépendance économique. Parce que pour être clair, parmi tous ces États francophones, la Guinée reste quand même, malgré l'histoire qu'on a connue, le seul pays qui n'est pas parvenu à signer ce pacte de coopération avec la France de De Gaulle. Donc voilà, et je me dis, je suis sûre et certaine que le professeur Alpha Condé voulait intervenir dans ce sens. Bref, en tout cas, c'est un discours pour moi que je salue, c'est courageux et j'espère que seulement ça va se pratiquer. Bon, je ne crois pas qu'il va le faire, hein, parce qu'on connaît réellement comment sont nos présidents, nos chefs d'État. Le plus souvent, c'est des discours, c'est des beaux discours, mais quand il s'agit d'application, ça crée problème. Et là, je sais que ça ne va pas se passer comme ça, il y aura pas réellement de suite. Mais bon, c'était quand même osé. Et j'espère qu'on aura des gens à la tête de la Guinée qui vont essayer de penser comme ça et appliquer effectivement ce qu'ils pensent. Bon, pour ne pas être longue, je vais quand même essayer de revenir sur ce que M. Gawal a dit. Il a parlé tout à l'heure de renouvellement de la classe politique en Guinée pour qu'il y ait changement réel, parce que il y a le népotisme à tous les niveaux, les partis politiques, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partis d'opposition, on a l'impression que c'est le copinage. Et il a parfaitement raison. Mais je me dis quelque part, il est en contradiction avec ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que quand on parle comme ça, il faut quand même qu'on essaie d'assumer ce que l'on dit. Et ce que Almami a dit tout à l'heure, je ne trouve pas que c'est faux, parce que quand c'est comme ça, il faut quand même essayer d'être clair avec soi-même, oser aussi dire les choses comme elles sont, parce que qu'on le veuille ou pas, ces gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, tout comme dans le gouvernement, c'est les gens du système, ce sont ces gens-là qui ont amené la Guinée là où elle est aujourd'hui. Et ils continuent aussi à faire la même chose. Et je me dis, parlant des accords en tant que tels, est-ce que vous voulez être un peu brève ce soir, 21h54? Avez-vous une question précise à l'endroit de mes deux invités, en l'occurrence M. Gawal ou M. Kourouma ce soir? Puis nous aurons la deuxième partie du débat, elle est essentiellement axée sur ça. Nous allons faire un commentaire entre nous quand nos invités seront partis. Avez-vous une question précise à l'endroit de M. Gawal ou M. Kourouma? D'accord, je vais être brève. Monsieur Gawal, comment voulez-vous effectivement qu'il y ait un dialogue sincère entre les acteurs politiques guinéens si vous n'arrivez même pas à faire la différence entre la démocratie consensuelle et le consensus démocratique? Alors je m'arrête là. Merci. Monsieur Gawal, si vous êtes en ligne, si vous m'entendez ce soir, beaucoup d'auditeurs qui nous appellent du côté de l'Australie. Monsieur Gawal, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Je voulais dire à cette dame et au précédent intervenant, nous devons en Guinée sortir de ce faux nationalisme, entre guillemets, c'est-à-dire qui consiste à applaudir lorsqu'on vilipende le colon, lorsqu'on dit des discours alors qu'ils sont en décalage total avec ce que nous faisons. Sékou Touré a passé son temps à critiquer le capitalisme, l'impérialisme, ben il est mort à Cleveland, aux États-Unis. Ben, il s'est soigné dans les meilleurs hôpitaux des États-Unis. C'est ça qui est important. Alpha Condé qui dit de couper le cordon ombilical aujourd'hui, ben, il ne peut rien faire sans la France. Quand on l'appelle, ben oui, il exécute. Quand Bolloré est venu en Guinée, il n'a pas pris les gants, il a rompu un contrat acquis par appel d'offres pour le donner et satisfaire la France. Et moi, ce que j'ai souligné, c'est ce décalage entre les faits et les discours. Voilà. Après, derrière, on peut applaudir un discours populiste, un peu comme quand Mugabe sort pour dire ouais, les terres, on va les africaniser. En fait, il les a achetées aux Blancs et il est incapable de les faire valoriser par les Africains. Donc, la réalité, c'est cela. La deuxième chose, nous sommes en apprentissage. Le dialogue politique, je ne suis pas en train de dire qu'il est sincère. Je dis que nous apprenons. Nous sommes en phase d'apprentissage, de règlement de nos conflits et de nos contradictions par le dialogue. Effectivement, il y a une période où chacun essaye de jouer au petit malin. Chacun essaye de dire oui, j'ai dribblé l'autre. On n'est pas encore dans la sincérité. On n'est pas encore dans le fait de dire écoutez, ce pays est le nôtre et qu'on peut gouverner autrement en renforçant le dialogue, en renforçant le tissu social. Que ce soit dans la grève, vous avez suivi, indépendamment des acteurs politiques, la dernière grève qui a secoué le pays, le gouvernement a tout fait pour dribbler les syndicats, pour renvoyer encore plus tard le règlement des crises et puis pour hypothéquer cet avenir-là, pour encore prendre le risque de l'aggraver encore les conséquences de cette grève dans les années à venir. Donc moi, oui, je dis qu'il faut aller vers ce dialogue. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de passer par là pour régler le conflit. Cela ne veut pas dire que ça va être bien tout de suite, et c'est mieux. L'objectif, ce n'est pas de rechercher le consensus démocratique ou la gouvernance par le consensus. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Je dis à chaque fois que c'est nécessaire, nous essayons, par le dialogue, de passer par là avant toute autre étape. L'Allemagne s'y essaye et réussit bien, et je suis très heureux que cette question vienne de l'Allemagne et qu'on sait que dans ce pays-là, le dialogue précède d'abord les conflits. Et c'est ce que nous devons faire dans notre pays. Parfait, c'est ce que nous devons faire dans notre pays. Je trouve que M. Kourouma n'était pas en ligne. Je demande en tout cas à M. Kourouma, à M. Ahmed Kourouma, qui va nous appeler encore depuis Conakry. Ce soir, beaucoup d'auditeurs sur les ondes de la radio Basse-Côte internationale. Nous allons tenter de partir en Suède pour recueillir l'avis de nos compatriotes qui vivent dans ce pays, et ensemble nous allons essayer de leur exprimer notre solidarité. En Suède, où je vais trouver M. Doumbouya. M. Doumbouya, je vous dis bonsoir. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je m'entends très bien. Bonsoir M. Doumbouya. Est-ce que vous m'entendez très bien depuis Stockholm? Bonsoir monsieur, je vous entends très bien. Parfait, Monsieur Doumbouya, je rappelle que vous êtes le président de la communauté guinéenne vivant en Suède. Dites-nous comment vit notre communauté, nos compatriotes dans ce pays qui a connu l'attentat horrible avant-hier. Merci bien, je tiens à vous remercier de nous avoir invités sur le plateau. Et c'est bien sûr ma première fois. Ce n'est pas tellement d'expérience concernant cette radio, mais à partir du moment où j'ai l'accès facile, vous allez tout savoir de nous. Bon, c'était une attaque que je qualifie d'odieuse, puisque la Suède n'est pas un pays qui pousse les gens contre soi-même. Les Suédois, c'est les Blancs les plus doux, il faut le dire ainsi. Donc, même les lois sont conséquemment. Alors, hier, moi-même, j'étais en ville, j'aurais failli être la victime, puisque c'est la première fois que je me suis décidé d'aller au boulot sans voiture. Alors, je suis allé me faire coiffer, et on m'a dit que mon coiffeur était parti juste à côté pour manger. Alors, j'ai suivi sa piste, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je me suis dit, comme il fait un peu tard, de rentrer, prendre le métro, aller au boulot. Donc, 10 minutes plus tard, on m'a dit qu'il y a eu quelqu'un qui a conduit une camionnette contre la foule et il a tué 4 personnes avant de s'écraser sur le pilier d'un supermarché.
Parfait. Vous m'entendez? Parfait. Donc, chers auditeurs, vous l'avez entendu, c'était la voix du monsieur Doumbouya. Il est le président de la communauté guinéenne en Suède. Monsieur Doumbouya, quelles sont les nouvelles de nos compatriotes? Et tout le monde va très bien ici, très, très heureusement. Bon, on ne compte pas un Guinéen parmi les victimes. Et l'association aussi marche très bien. Au début, quand j'ai été élu, il n'y avait presque pas la base digne d'une association, il n'y avait pas de discipline. Alors, je me suis référé à beaucoup de choses, comme c'est de ma nature d'être très exigeant. Alors, j'ai fait des règles à suivre. Pour un départ, j'ai perdu beaucoup de personnes, puisque certaines personnes se croyaient au-delà de la loi et croyaient faire ce qu'ils voulaient. Voilà, et avec le support de M. Emmanuel, mon prédécesseur, Emmanuel Touré, voilà, nous sommes maintenant reconnus sur beaucoup de plans par le gouvernement suédois, ce qui nous pose beaucoup de problèmes. C'est la mentalité. Tout à l'heure, monsieur le politicien de l'UFDG a dit qu'il faut changer les générations pour faire marcher un pays ou bien une entité humaine. Non, moi je pense qu'on est loin de là. Puisque déjà au sein de l'UFDG, on aurait changé et on aurait remplacé M. Selou Dalein par quelqu'un qui est plus jeune. Mais on n'a pas fait ça. Et on suppose que l'UFDG marche bien. Alors, cela veut dire que sa formule n'est pas totalement une formule acquise. Ce n'est pas une vraie formule. Aux États-Unis, Ted Cruz est beaucoup plus jeune que Donald Trump, mais c'est Donald Trump qui a été élu. Et François Hollande, il a été élu devant les gens encore plus jeunes. Donc, cette formule n'est pas ça. C'est la mentalité qu'il faut changer. La mentalité des gens. Alors, ici, nous sommes là. Il y a plusieurs ethnies. Et le NIMBA, l'association des Guinéens en Suède, est composée de toutes les ethnies. Mais, je ne peux pas citer, il y a les ethnies dont les membres se sont totalement rebellés contre nous. Ils ne veulent pas s'associer aux autres Guinéens. J'aurais tendu la main plusieurs fois, et ce n'est que le sabotage que nous avons reçu pour nous dire merci. Et en fin de compte, j'ai durci maintenant les lois, comme quoi, si tu n'as pas été dans l'association pendant un certain nombre d'années, tu ne peux pas être élu. Voilà. Et si jamais quelque chose t'arrive, on pourra faire ce que nous voulons, mais ce n'est pas par obligation. Merci, M. Doumbouya de ces avis. Merci, M. Doumbouya, pour ces nouvelles. Nous allons rester dans le débat. Je vais tantôt essayer de reprendre M. Kourouma. Vous restez dans le débat. Je reviendrai vers M. Emmanuel Touré, auquel nous allons essayer de poser pas mal de questions par rapport à la communauté guinéenne. M. Kourouma, est-ce que vous êtes toujours là? Pour l'instant, nos auditeurs, nos invités sont pour l'instant répartis. Je vais tantôt donner la chance à M. Camara de Marseille, qui nous appelle de Marseille, de s'exprimer aussi sur ce dossier. Merci M. Doumbouya, vous restez dans le débat, le temps que... Voilà, parfait, M. Ahmed Kourouma est déjà en ligne, avec lui notre invité depuis Conakry, en attendant Ousmane Gawal. M. Kourouma, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je vous entends et vous me voyez désolé, il y a des coupures intempestives de communication. Je le vois, je le comprends. Beaucoup d'auditeurs, de toute façon, c'est pas grave, nous sommes habitués à ça. Nous essayons de nous adapter par rapport à ces coupures intempestives. Monsieur Kourouma, vous avez sans doute entendu la voix de Monsieur Doumbouya. Monsieur Doumbouya, c'est le président des ressortissants guinéens, nos compatriotes qui vivent en Suède. Ce pays épris de paix et de justice qui a été frappé avant-hier par un attentat terroriste. Avez-vous un message ce soir à délivrer à nos compatriotes qui vivent dans ce pays? Mais d'abord, j'ai un message à délivrer à la nation suédoise, parce qu'effectivement, j'ai entendu M. Doumbouya décrire de manière parfaite la mentalité de paix, l'attitude de paix des Suédois, qui sont effectivement l'un des peuples les plus paisibles au monde et les plus ouverts au monde. Donc je tiens à leur rapporter au nom de ma formation politique et je pense aussi au nom de l'UFDG d'ailleurs, toute notre solidarité. Et puis ensuite dire à nos compatriotes qui vivent en Suède que nous sommes de tout cœur, que la nation guinéenne, que leurs compatriotes ici sont de tout cœur avec eux dans cette horreur qui a été l'attentat d'hier, mais il y en a eu d'autres. Malheureusement, nous vivons dans un monde complexe où des fous essayent de prendre le pouvoir, essayent de nous endoctriner, et il faut que nous, qui sommes des gens démocrates, des gens qui voulons avancer, des gens qui voulons transmettre
la fraternité, l'humanité, l'universalité du monde. Il faut que nous soyons résistants à toutes ces petites poches de crétins qui n'ont rien compris d'abord à la philosophie de Dieu et à la philosophie des religions en général. Parce que pour moi, l'islam ou toute autre religion, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tuer son prochain, ce n'est pas jeter des camions contre une vitrine. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'islam que moi je pratique. Voilà. Donc, toute ma Merci, monsieur Kourouma. Nous allons partir à Rennes pour trouver monsieur Lansana Bangoura. Monsieur Bangoura, consultant économique de la radio Basse-Côte Internationale depuis Rennes. Je ne sais pas s'il m'entend très bien. Bonsoir à monsieur Bangoura. Oui, bonsoir Madi, je t'entends très bien. Bonsoir, vous avez notre invité en ligne, M. Kourouma et M. Gawal. M. Gawal qui va tenter de se reconnecter. Si vous avez deux questions à mon invité, je vous laisse le soin de poser votre question. Monsieur. Alors, écoutez, Madi, merci pour cette belle opportunité. Je dirais bonsoir à nos invités, Ahmed Kourouma et le député Ousmane Gawal. Avant de poser deux questions, j'ai un certain nombre d'observations très rapidement à faire par rapport à l'émergence économique de l'Afrique. Je voudrais rappeler à nos milieux d'auditeurs que cette émergence de l'Afrique va passer ou passera indéniablement par une autonomie financière et une intégration à la fois économique, politique, sous-régionale ou régionale. Ahmed parlait tantôt du patriotisme économique, ce qui ne signifie pas la fermeture de nos frontières ou de nos économies. En clair, nous sommes dans un contexte de libéralisme économique, nous sommes dans l'obligation d'ouvrir nos économies. Et le député Gawal, lui aussi de son côté, parlait de redéfinition des échanges. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Cela voudrait dire qu'il faut qu'on développe les commerces sous-régionaux ou régionaux, en clair, s'orienter vers un accord de coopération équilibré et donc un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique. Et donc, il faut renforcer la vigilance pour qu'on soit beaucoup plus autonome. Par rapport au discours du président, couper le cordon ombilical avec la France, je dirais que c'est un discours qui relève du sentiment que du pragmatisme. C'est-à-dire que ce discours, au fond, n'est pas mauvais, mais économiquement parlant, la Guinée dépend encore de la France et qu'il faut rappeler à nos auditeurs que la France est le premier partenaire économique de la Guinée en termes d'investissement direct à l'étranger. Rappelons tout de même que le PPTE que la Guinée a obtenu, la France a joué un rôle majeur. La France avait même annulé une grande partie de sa dette. Et donc, il faut en tenir compte. Donc, lorsqu'on parle de couper le cordon ombilical, il faut être prêt pour faire un tel geste, sinon ça serait le carnage. Donc, je reviens à mes deux questions. La première, je voudrais en fait m'adresser à nos deux invités. En cas d'alternance, est-ce que l'opposition est prête en termes de projet de société et quelle est la stratégie que l'opposition compte mettre en place pour que s'il y a alternance, que les Guinéens retrouvent cette émergence au sens réel du terme. La deuxième question, rapidement, quelles sont les appréciations que nos invités vont faire par rapport en termes de retard de l'applicabilité des accords politiques? Parfait, M. Bangoura. M. Bangoura, nous allons être très succincts. M. Gawal, c'est à vous de répondre à la première question de M. Lansana Bangoura et je donnerai le soin à M. Ahmed Kourouma de satisfaire sa deuxième question. Merci. Oui, disons que merci beaucoup. Effectivement, est-ce que l'opposition est prête du point de vue du programme de société pour gouverner tout de suite après? Je pense que oui, mais ce ne sont pas seulement le catalogue des bonnes intentions qui définissent souvent les projets de société des partis politiques. Je pense qu'une fois au pouvoir, il faut poser tout de suite des bases d'une gouvernance plus large qui va donc au-delà du parti politique pour rassembler les compétences
Pour rassembler les compétences, ça veut dire qu'il faudra les tirer, y compris du RPG arc-en-ciel, les bonnes compétences du pays, c'est cela qu'il va falloir mettre au centre de la gouvernance à venir. C'est-à-dire dire que ce n'est pas un parti qui a gagné, c'est un parti qui gouverne. Il faudrait que la compétence gouverne ce pays-là. Ça veut dire redéfinir aussi ce projet de société pour qu'il soit le plus large possible et qu'il tienne compte de toutes les préoccupations exprimées et qu'on ait un gouvernement plus homogène en termes d'âge, de pyramide d'âge, en termes de palette, si vous voulez, de plus large d'acteurs de la société. Donc on peut aller chercher ces compétences un peu partout dans notre pays. Donc au lieu de dire oui, nous sommes prêts parce qu'on a simplement notre projet de société, je pense que le projet de la gouvernance va être en ce moment-là mis sur la table. Ce sera un gouvernement de mission clairement défini et capable de donner satisfaction ou de rendre le tablier. Il va falloir que cela aussi rentre dans les mœurs de notre pays. C'est autre manière de gouverner qui va venir et je pense qu'on en a besoin suffisamment. Ce ne sont pas seulement les catalogues d'intention comme on voit la réalité. Maintenant, ce qu'il faut dire pour enchérir un tout petit peu par rapport au discours du chef de l'État, je pense qu'il faut que nous, les Guinéens, que nous acceptions une fois pour toutes que la France a eu l'avantage de nous, elle a eu l'avantage de nous coloniser pendant longtemps. Nous ne restons pas sur ce point-là. Nous sommes indépendants depuis presque 60 ans maintenant. Allons de l'avant. Dire l'indépendance financière, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans un monde de globalisation financière? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le fait que le franc a disparu et que c'est l'euro qui s'impose? Et que dans ce monde de l'euro, il y en a des forts et des faibles. Attendez. Si on n'a pas une économie intégrée, ça veut dire quoi? Alpha Condé, à la gouvernance actuelle, moi je suis originaire de Gawal. Autrefois, ma région était le grenier du Fouta et de la Basse-Côte, en tout cas la région de Bokeh, jusqu'en Guinée-Bissau, et qui, maintenant, le Fouta, l'Abbé et tout ça là, nous produisions ici des céréales, du riz, du maïs, du fonio et partout. Depuis 4 ans, on est en train de nous bassiner ici et encourager tout le monde à produire de l'anacarde. Aujourd'hui, toutes les terres nourricières de Gawal sont en train d'être transformées en plantation d'anacarde. Mais quand est-ce qu'on va... L'anacarde, ça ne sera pas vendu au Sénégal, pas en Guinée-Bissau. Mais quand est-ce qu'on va avoir des économies intégrées qui sont capables de rendre cette intégration économique sous-régionale forte? Il va falloir qu'on produise quelque chose que les Sénégalais consomment et que les Sénégalais produisent ce que les Ivoiriens consomment et que la viande qu'on aille la chercher au Niger ou au Mali et que ceux-ci viennent chercher du poisson ici et que nos céréales soient vendues ailleurs. Cette manière de voir les économies africaines n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors à ce moment-là... Monsieur le député, s'il vous plaît, il n'y a pas de rupture de fond entre nos deux déclarations. Absolument, absolument, on se complète. Je suis juste en train de compléter ce qui m'a paru être un peu plus académique. Je suis en train d'aller sur le terre à terre, mais absolument, il n'y a pas de contradiction. Je suis en train de compléter un discours. Merci, M. Gawal. Merci. À partir du moment qu'il n'y a pas de contradiction, je vais essayer de repartir au niveau de M. Kourouma, M. Ahmed Kourouma, qui va essayer de satisfaire la deuxième question de M. Lansana Bangora. Puis je vais donner la chance à M. Lamine Condé qui m'appelle des États-Unis et M. Alpha Dara qui nous appelle de l'Australie. M. Kourouma, c'est à vous de satisfaire la deuxième question de M. Lansana Bangora qui nous appelle de Rennes. D'abord, je le salue parce que j'ai vécu à Rennes pendant des années, et notamment à Fougères, donc je pense qu'il doit savoir de quoi je parle. Écoutez, très bien, oui. Voilà, vous connaissez Rennes et Fougères, donc voilà, j'ai fait mes études là-bas. Bref, écoutez, il y a ce que j'appelle moi la maldonne. La globalisation a entraîné une dérégularisation du système d'échange économique mondial. Pour se souvenir, il faut savoir que l'Afrique a été la victime de cette dérégularisation et de cette globalisation à partir des années 80. Nous avons été les victimes de ce que j'appellerais sous le gouvernement Conté la libéralisation sauvage. Il n'y a pas dans notre pays de normes. Il n'y a pas dans notre pays de ce qu'on pourrait appeler l'économie endogène. Les entreprises étrangères viennent ici, signent des contrats et puis extirpent de nos richesses nationales le fruit du terrain, du sol de nos parents, et puis rapatrient cela en toute impunité à l'étranger. Donc, ce qui veut dire que, lorsque je parle de patriotisme économique, je dis que nous avons, la preuve en est, vous avez des auditeurs qui posent des questions excellentes, nous avons des gens
à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, qui sont capables de rentrer au pays, de monter des sociétés. Parce que l'économie, l'essor économique d'un pays ne se fera que par le privé. Et j'appelle justement nos concitoyens à rentrer pour monter leur société, pour participer au renouvellement économique. Mais qu'est-ce que je veux dire par patriotisme? C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on apprenne à privilégier nos enfants. Tous les pays du monde aujourd'hui, les États-Unis en tête, reviennent sur ce qu'on appelle le favoritisme économique. Le président Donald Trump l'a dit clairement, il va favoriser les entreprises américaines. Il demande que les délocalisations s'arrêtent. Vous avez aujourd'hui un continent qui va arrivé à 2 milliards d'habitants. La Chine des années 80 était un pays de bouseux, de gens qui n'étaient pas éduqués, etc. C'est aujourd'hui la deuxième économie mondiale, 20 ans, 30 ans après. Pourquoi? Parce qu'ils ont su s'adapter, encore une fois, à ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire la guerre économique. Et la guerre économique, elle commence par l'échange régional, par une économie endogène, par le fait que nos entreprises, nos chefs d'entreprise, par l'élite guinéenne, qui doit être formée, sera en capacité non seulement de faire le travail à la maison, mais aussi d'exporter son savoir-faire. Mais pour ce faire, je vais vous donner un exemple. Lorsque la Chine, dans les années 90, a passé un marché avec l'Europe, elle a demandé, et c'était une des clauses qui n'était pas négociable, le transfert de technologie. J'entends par là le marché de Airbus. Comment se fait-il que dans nos pays, nous passions des marchés qui sont les marchés bauxite contre infrastructure, mais que les Chinois, qui sont des mercenaires, viennent avec leurs ouvriers, au détriment des nôtres, avec toutes leurs infrastructures, construire nos infrastructures, au détriment de la formation de nos ouvriers, au détriment du travail de nos ouvriers. Ça, c'est une question que je pose parce que c'est une question essentielle. Il va falloir que la Guinée, qui signe des contrats à l'étranger, et je ne suis pas contre les Chinois, mais lorsqu'elle signe un contrat pour que les Chinois viennent extraire de la bauxite dans notre pays, il faut qu'elle impose d'abord la formation de nos ouvriers et qu'elle impose un quota précis d'ouvriers chinois qui viennent travailler chez nous. Parce que ça se fait au détriment de nos emplois. Et c'est important qu'on en prenne conscience. Et lorsque je parle de patriotisme économique, je parle de cela. Je parle aussi de la formation, mais je parle aussi des échanges interrégionaux. Je voudrais que l'on privilégie des échanges avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali, avec le Sénégal, plutôt qu'avec la France. Je suis désolé, c'est mon credo. C'est comme ça que j'entends. Merci, monsieur Kourouma. Merci, monsieur Kourouma, pour cette position. Je reviens vers le doyen John Sissi. Monsieur Lansana Bangoura, je vous demande de vous mettre à mute pour donner l'opportunité, la chance aux autres auditeurs d'intervenir ce soir. Avant d'aller aux États-Unis, vous allez revenir dans la deuxième partie, monsieur. Je suis désolé, monsieur Lansana. Vous voulez faire une mise au point? Oui, mais c'est par rapport à l'applicabilité des accords politiques. Voilà, c'était ma deuxième question. Je suis d'accord avec Ahmed Kourouma sur la première question. Il y a une forme de convergence. Là, il n'y a aucun souci. Mais la deuxième question, quelle appréciation nos deux invités vont faire ou feront par rapport à l'applicabilité des accords politiques? Pourquoi le retard dans ces accords-là? Merci. Monsieur Ahmed Kourouma. Monsieur Kourouma, je vous demanderai d'être succinct dans votre réponse pour pouvoir donner la chance à ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent ce soir et qui nous répondent via la page Facebook aussi de la radio. Merci. Très bien, je vais essayer d'être concis. Écoutez, il y a une révolution dans notre pays, c'est que les deux grands leaders de la nation, qui sont en l'occurrence Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, commencent à dialoguer avec des intermédiaires comme Sidia Touré, etc. Donc il y a ce que j'appelle, ces gens-là commencent à s'asseoir à ce que j'appelle la table de la fraternité guinéenne. Donc à partir du moment où il y a une amorce de dialogue, je pense qu'effectivement il va y avoir une applicabilité des accords qui ont été signés entre l'opposition et le gouvernement. Allons-y, nous sommes dans une démocratie naissante, nous apprenons, nous africanisons notre manière de dialoguer sous l'arbre de palabre. Donc, allons-y gaiement, cela va se faire. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a une volonté des deux leaders ou des trois grands leaders de ce pays à dialoguer ensemble. Et à partir du moment où il y a un dialogue, il y a une amorce de solution qui peut être trouvée. Voilà, merci, monsieur Kourouma. Je reviens dans l'Île-de-France où je vais trouver le doyen John Sissi. La bibliothèque vivante de la jeunesse de la diaspora guinéenne à Paris. S'il m'entend très bien, je dis bonsoir au doyen John Sissi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Camara, je vous entends parfaitement.
Bonsoir doyen. Si vous avez une question, deux questions à l'endroit de nos invités, je vous donne l'opportunité de poser votre question. Merci beaucoup, monsieur Camara. Bonsoir aux invités. Moi, j'ai rapidement 3 observations et 2 questions. La première observation, c'est le renouvellement de la classe politique par rapport à la jeunesse. Depuis un moment, la radio en avait fait une espèce de leitmotiv. À partir de maintenant, moi, j'y mets des réserves, personnellement, par rapport à ce qui se passe actuellement en Guinée. Suivez mon regard. Vous avez l'un de vos promotions qui est, promotionneur qui est dans. Bref, c'est la première observation. La deuxième observation, j'ai écouté les 2 jeunes braves politiciens. Pour moi, je ne suis pas vraiment impressionné parce que ce qu'ils ont dit, j'ai déjà entendu parler de tout cela au palais du peuple des heures et des heures autant que j'écouterai. Ça, c'est la deuxième observation. La troisième observation, on a beau parler en Guinée, il faut revenir à la réalité. À chaque fois qu'on parle de la Guinée, on parle de politique. On n'a même pas atteint la première couche de la pyramide d'Abraham Maslow. Donc le problème pour moi n'est pas à ce niveau-là. Voilà les 2 questions que je vais poser. La première est adressée à M. Gawal. M. Gawal parlait de la redistribution ou la répartition des revenus lors de, je crois, de cette conférence qui s'est passée à propos de l'émergence en Côte d'Ivoire. Je lui dis simplement que pour repartir, il faut produire. Il ne faut pas repartir ce que vous n'avez pas produit. Dans le cas de la Guinée, ça va être très difficile. Alors, la question qu'il doit poser exactement est relative à sa politique agricole. Depuis le début, il a parlé de l'agriculture, des relations agricoles entre le Sénégal et la région qu'il habite, c'est-à-dire la ville Gawal. Je souhaiterais brièvement qu'il nous explique si lui et son parti viennent au pouvoir, comment vont-ils gérer le problème des 80% d'importation de riz et consommé par 80% des Guinéens. Ça, c'est la question adressée à M. Gawal. À M. Kourman, ça tombe très bien. Vous avez parlé de télécom tout à l'heure, parce que vous n'étiez pas en communication avec nous, en disant que ça, c'est la faute à la défaillance des télécoms guinéennes. Je conviens avec vous. Moi, personnellement, je sais que depuis 1970, après l'agression du 22 novembre, que Siemens a quitté la Guinée, nous sommes tombés dans cette espèce d'histoire à ne pas en finir. Et si vous venez, vous, au pouvoir, ou si vous avez un poste de main, que comptez-vous mettre comme politique au niveau des télécommunications et des nouvelles technologies? Voilà mes 2 questions. Merci et bonne soirée. Merci, doyen John Sissi. Je laisse le soin à M. Ousmane Gawal, s'il est en ligne, de vous répondre. M. Gawal, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Parfait. Essayez de satisfaire la curiosité de doyen John Sissi et la bibliothèque vivante de la jeunesse de la diaspora à Paris. Bon, disons que comment résoudre le problème de l'importation massive de riz en Guinée? Quand on sait, je pense que l'une des questions de l'agriculture en Guinée est de sortir du slogan et du populisme pour faire une agriculture professionnelle où c'est très peu d'agriculteurs, mais et développer beaucoup d'emplois dans les filières de transformation et des services. Mais lorsque tout le monde veut être agriculteur, ils exploitent des petites surfaces, les subventions ne peuvent pas servir à tout le monde et la production ne peut pas suffire. Il faut donc réduire le nombre d'agriculteurs dans le pays et accroître massivement les surfaces cultivables et les rendre plus professionnelles. Et la masse populaire qu'on va sortir de l'agriculture, la mettre, entre guillemets, dans les circuits de la distribution et de la transformation. C'est comme ça qu'on pourra résoudre, et cela demande une autre manière de voir l'agriculture qu'un saupoudrage politique comme on fait actuellement. On importe des tonnes d'engrais qui sont souvent inadaptés et qu'on distribue à des paysans pendant la campagne, et puis derrière on ne se soucie même pas des conséquences que cela ait pu produire sur la qualité et la quantité des aliments produits. Et ensuite, il faut privilégier aussi cette agriculture-là de subsistance au détriment de l'agriculture industrielle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand j'ai dénoncé tout à l'heure cette campagne de culture d'acajou
qui bat son plein dans ce pays, où le chef de l'État même a racheté l'année dernière l'ensemble des productions de ce pays pour le redistribuer. On voit tout le monde se jeter dans ça avec des slogans, donc voilà. Or, nous consommons toujours du riz et que nous devons faire attention de ne pas détruire les sols nourricières de notre pays au profit d'une agriculture d'exportation. Donc, revoir notre politique agricole sera fondamental. Réduire le nombre d'agriculteurs est essentiel. Accroître les surfaces avec des subventions plus ciblées et rendre notre agriculture plus professionnelle. Merci, M. Gawal. La deuxième question était adressée à M. Kourouma. M. Kourouma, est-ce que vous m'entendez? Très bien, je vous entends. Parfait, c'est à vous de répondre à la question du doyen John Cissé dans la deuxième partie qui était axée à la télécommunication. Oui, tout à fait. Alors, je vais étendre la question du doyen Cissé à l'ensemble des carences qui sont les nôtres. C'est-à-dire que les télécommunications, l'énergie font partie du domaine de souveraineté d'un pays. Et je trouve lamentable que l'on soit encore au XXIe siècle à confier ces domaines de souveraineté à des sociétés étrangères comme Orange ou autres. Je pense que, et là on pose le problème de l'unité africaine. Nous devrions être capables, en Afrique, de nous allier dans la création de start-up, dans la création de ces moyens technologiques qui sont à nos dispositions. Nous avons aujourd'hui sur le continent, que ce soit en Guinée, au Mali, ailleurs, en Afrique du Sud, au Cameroun, des jeunes talentueux qui sont des spécialistes justement de ces domaines-là. Alors il va falloir qu'on fasse une politique dans ce sens, c'est-à-dire subventionner de manière massive la création de start-up, un peu une sorte de Silicon Valley à l'africaine, où à court terme, nous pourrions avoir des sociétés nationales ou nationalisées pour ensuite les privatiser, mais des sociétés nationales, des sociétés technologiques qui vont nous amener à être indépendants ou souverains à ce niveau-là. Voilà une des solutions que je pourrais proposer, parce que nous rentrons dans un monde où, le travail manuel va être de plus en plus exsangue, où on va faire appel à des gens qui ont des compétences techniques, intellectuelle, où plutôt la technicité va être de plus en plus employée et employable, et il est temps que l'Afrique aussi s'y mette. Je pense que c'est dans l'union que l'on fait la force, et que si nous arrivons à avoir une politique économique cohérente entre pays africains, créer des start-up, encourager cette jeunesse qui fourmille d'idées, d'innovation, nous allons pouvoir, encore une fois, en 10 ans, 20 ans, ne plus avoir besoin ou pouvoir se passer de ces technologies qui viennent ici parce que nous n'en avons pas et parce que nous n'avons eu aucune politique à cet égard. Voilà, ça c'est ma réponse. Je crois en l'avenir, je crois en la jeunesse africaine. Merci M. Kourouma pour cette réponse. J'attends toujours le signal de la croix de transmission qui va pouvoir nous mettre en rapport avec le professeur Alpha Condé, M. Cissé qui sans doute va pouvoir nous rappeler le temps que Lamine Condé des États-Unis intervienne. M. Cissé, j'attends toujours le signal du côté de Paris, c'est le rouage du professeur Alpha Condé pour pouvoir intervenir sur les zones de la radio Basse-Côte internationale. Beaucoup d'auditeurs ce soir connectés sur les ondes de la radio Basse-Côte internationale. De passage, je dis bonsoir à nos auditeurs qui nous suivent du côté de Nantes, la famille Camara qui nous suit du côté de Nantes, la famille Camara Diaby qui nous suit du côté de Nantes, la ville de Jean-Marc Ayrault. Monsieur Bangoura, Monsieur Condé des États-Unis, est-ce que vous m'entendez très bien? Bonsoir Monsieur Condé, est-ce que vous m'entendez depuis les États-Unis? Pour l'instant, M. Condé n'est pas en ligne. Nous allons tenter de prendre cet auditeur qui nous appelle de Marseille. M. Camara de Marseille. M. Camara, est-ce que vous m'entendez depuis Marseille? Oui, bonsoir M. Camara et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Basse-Côte internationale. Bonsoir à vous M. Camara. Le temps que M. Lamine Condé revienne en ligne, si vous avez une question, une remarque à l'endroit de nos auditeurs, à l'endroit de nos deux invités ce soir, je vous laisse le soin de poser votre question. Merci beaucoup, M. Camara, et merci à tous les deux invités, à tous les auditeurs de la radio Basse-Côte internationale. Bon, j'ai juste une seule question que je poserai aux deux invités. Avant de poser cette question, j'aimerais d'abord, juste pour ce petit point, lorsque le président de la République dit qu'il faut couper le cordon ombilical avec la France,
moi je voudrais savoir qu'on pose d'abord le problème en étant raccordé avec la France. Qu'est-ce que cela a posé de problème, n'est-ce pas, avec les pays africains? Et pour couper le cordon ombilical avec la France, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment comptons-nous y prendre? Voilà, donc je pose cette interrogation. Maintenant, la question que je vais poser aux deux invités, j'ai entendu M. Gawal dire qu'il faut changer de mentalité. Quand on parle de changement, ce n'est pas forcément le changement de la génération. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Comment nous allons procéder pour faire changer de mentalité? Et concrètement, lui, M. Ousmane Gawal, est-ce qu'il peut nous dire, il a changé jusqu'à quel niveau en termes de changement de mentalité? Pour qu'au moins, peut-être qu'il puisse nous expliquer la méthodologie qu'il a pu expliquer, qu'il a pu utiliser, afin que, si réellement d'autres personnes pouvaient s'en servir. Parce que ça, c'est devenu une chanson, chacun changer de mentalité, chacun veut que c'est son prochain qui change. Mais quand il s'agit de lui, je ne porte pas un jugement. Cette parole n'est pas à lui, mais c'est ce que moi je pense. Quand on dit qu'il faut changer de mentalité, chacun veut que merci, M. Camara. Parce que M. Ousmane Gawal a bien compris votre question. Et voilà. Cette question elle est bien posée aux deux invités, c'est bien ça? Tout à fait aux deux invités, oui. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? M. Gawal, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait, je vous demanderai d'être très précis, très concis en répondant à M. Camara qui nous appelle de Marseille. Merci. Disons, changer de mentalité, c'est gouverner par l'exemplarité. Lorsque j'ai décidé de venir en Guinée, j'ai renoncé à des avantages sur lesquels je jouissais proprement en France, en termes de salaire, en termes de confort. J'étais aussi un des critiques des régimes successifs. J'ai décidé de venir ici et de faire de l'exemplarité. Lorsque j'ai été élu député, non pas parce que je suis dans une aisance financière illimitée, mais j'ai décidé de consacrer la totalité de mes indemnités parlementaires à des projets sociaux à Gawal, soit des écoles, soit des centres culturels, soit des subventions à des petites structures comme des petites coopératives qui sont là. Pour montrer aux gens qu'avec 15 millions de francs qu'on gagne, on peut faire du bien autour de soi avec cet argent et aussi vivre normalement. Ça, c'est l'exemplarité. Et aussi refuser toutes ces sirènes de corruption qui nous entourent lorsqu'on vient dans ce pays, qui vous font miroiter des postes de responsabilité pour que vous la fermiez, qui vous font miroiter de l'argent pour que vous la fermiez. Mais refusez tout ça. Ça veut dire c'est résister, aussi bien dans son camp que dans le camp d'en face. Cette exemplarité-là, s'il y a des choses à faire, je commence par ça. Lorsque la nouvelle génération veut venir, ce que M. Ahmed Kourouma a fait, ce que j'ai fait, ce que d'autres cadres intellectuels et techniciens, donc d'autres Guinéens font régulièrement, c'est de venir dans ce pays-là, par son attitude et par son comportement, dire qu'une autre manière de gouverner est possible. Une autre manière d'avoir le rapport avec le politique, avec la responsabilité est possible. Et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Depuis 2 mois, je suis à Gawal, là j'interviens depuis Gawal, pour dire que le député, ce n'est pas seulement Conakry, les radios et partout, c'est aussi être sur le terrain, recueillir, s'informer et essayer d'apporter les réponses les plus adaptées aux situations qui nous sont soumises. Voilà. Merci M. Gawal. Merci M. Gawal pour cette réponse. Gouverner autrement, gouverner dans l'exemplarité. M. Kourouma, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Quelle est votre réponse à M. Camara qui nous appelle de Marseille par rapport à ces questions? Écoutez, moi je suis en complète solidarité avec ce que le député Gawal vient de dire. C'est-à-dire qu'il nous est, vous savez, le problème des Guinéens, c'est qu'il nous est aisé de passer notre temps sur Facebook, dans les radios à critiquer. Je trouve qu'effectivement, il a raison, il faut venir mettre la main dans le cambouis. Il faut faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire, et ce que j'ai fait. Nous étions des cadres aisés en Europe et nous avons décidé, par amour de notre nation, de rentrer et de dénoncer ou de construire le pays à notre guise, en insufflant à l'intérieur de la société guinéenne des idées nouvelles. C'est ce que nous avons fait. Ça s'appelle la preuve par l'action. Donc, moi, j'invite, j'irai beaucoup plus loin que mon ami et frère Gawal, j'invite nos compatriotes, qu'ils soient à Marseille, Rennes, aux États-Unis ou ailleurs, à venir se sacrifier pour que ce pays avance. C'est ce que nous avons fait et croyez-moi, nous ne roulons pas sur l'or ici, nous avons renoncé à des salaires, à des conforts de vie, moi-même à mes enfants, parce que je ne vois pas, mais je l'ai fait
Et nous l'avons fait, Gawal et moi, parce que nous croyons en l'amour du pays de nos pères, parce que nous étions fatigués de voir cette médiocrité, cette malgouvernance, cet enfumage perpétuel qui avait cours dans notre pays. Donc nous avons fait le choix courageux, je tiens à le dire, de rentrer et de vivre au jour le jour, au contact de nos compatriotes. Et croyez-moi, ce n'est pas facile de changer les choses et de militer dans des partis politiques. La première des choses à faire, et je pense que le député Gawal sera d'accord avec moi dans ce sens, le changement de mentalité, il consiste à rentrer et à venir se battre sur le terrain. Venir changer les choses ici. Arrêtons de critiquer sans cesse via les réseaux sociaux. Venez, rentrez, et pour être trivial, venez mettre votre nez dans la merde et changeons-la ensemble. C'est comme ça que nous allons changer les mentalités. Merci. Je pense que ça c'est un appel que lance M. Kourouma à l'endroit de tous qui veulent participer au développement de notre pays. Ce qui est sûr et certain, comme le dirait l'autre, ne demandez pas ce que la nation fait pour vous, demandez plutôt ce que vous faites pour cette nation. Nous allons partir du côté des États-Unis où je vais trouver M. Lamine Condé. M. Lamine Condé, je vous dis bonsoir. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, M. Kamara, vous m'entendez? Je vous entends très bien, M. Condé. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Kamara. Comment allez-vous? Très très bien. Si vous avez une question à l'endroit de nos invités, je vous laisse le soin de poser votre question. Bon, merci beaucoup. C'est juste un commentaire, mais qui va dans deux sens. Un sens qui va concerner M. Kourouma et l'autre sens pour l'honorable Ousmane Gawal. Alors, je dis bonsoir à eux. Le premier sens, c'est que il y a M. Kamara et M. Kourouma qui interpellent la diaspora à rentrer, investir. Je suis entièrement d'accord avec lui, mais je souhaité aussi qu'il s'accentue sur le rôle de l'État à favoriser cette entrée-là. Et c'est très important. Mais je pense qu'il va le faire. Il sert d'exemple comme Ousmane Gawal d'ailleurs, qui ont tout laissé à l'extérieur et rentré au pays. Alors, je demande à M. Kourouma d'interpeller, de continuer à interpeller l'État à favoriser, si vous voulez, ou à créer des conditions pour cette diaspora-là de rentrer. Et M. Kourouma, peut-être qu'il sera d'accord avec moi que en Afrique, lorsque vous n'êtes pas pour le pouvoir, vous avez des problèmes. Alors, l'autre côté, c'est par rapport à ce que Ousmane Gawal a dit concernant ce discours décousu, décontenancé d'un populiste, d'un budget d'ivoire qui est à la tête de l'État guinéen. Quand il dit, M. Kamara, de couper le cordon avec l'Occident, mais écoutez, M. Alpha Condé, là, il a fait plus de 60 ans en France, il vivait sous ce que vous appelez là-bas allocation sociale. Alors aujourd'hui, il demande à couper le cordon, alors que même pour nettoyer Conakry, il y a un autre pays qui s'est engagé à nettoyer la capitale. Alors qu'Alpha Condé, tous les jours, il distribue de l'argent de gauche à droite. Alors il demande de couper le cordon. Au même moment, les mosquées sont financées par le Maroc et l'Arabie Saoudite. Au même moment, certaines routes en Guinée sont financées par l'extérieur. Au même moment, il est sous perfusion de l'extérieur. Mais encore une fois, même Kaleta, dont il s'enorgueille, mais Kaleta, à 90%, a été financé par l'extérieur. Mais encore une fois, c'est du populisme. Je rejoins à 100% M. Gawal. Et quand on dit que oui, au fond, c'est la vérité, quelle vérité? Qu'est-ce qu'il a fait en Guinée avec tout ce qu'il a comme aide? Merci beaucoup. Merci, c'était le coup de gueule de Lamine Condé. Lamine Condé est auditeur de la radio diaspora guinéenne qui nous écoute depuis les États-Unis, précisément à Maryland. Nous allons tenter de partir cette fois-ci en Australie. Nous attendons M. Kourouma à l'UFDG bientôt. Pardon? Non, nous attendons M. Lamine Kourouma à Condé. l'UFDG. Je pense que oui, il viendra bientôt à l'UFDG et j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Merci M. Lamine Condé, coup de gueule de Lamine Condé, auditeur de la radio Bascotte internationale, la radio Bascotte de France qui nous appelle des États-Unis à Maryland. Nous allons partir, chers auditeurs, une pause musicale avant d'aller en Australie où je vais trouver ces auditeurs qui nous appellent de l'Australie et pour poser leurs questions à nos deux invités. Encore une fois, vous êtes nombreux à nous écouter ce soir sur les ondes de la radio Bascotte internationale. Je reviens vers M. Sissi. Et tantôt, il est possible qu'on ait l'accès au niveau. Monsieur Sissi, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Sissi, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Monsieur Sissi, est-ce que vous m'entendez?
Est-ce qu'il m'entend, M. Cissé? Pardon. Chers auditeurs, nous allons faire une pause musicale. J'espère que dans ce peu de temps, il est possible que j'ai le professeur Alpha Condé qui sans doute pourra intervenir dans cette émission. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, chers auditeurs, je reviens dans le studio. Pour l'instant, pas une très bonne nouvelle de la part de M. Cissé. Sans doute 22h41, je pense que si le professeur Alpha Condé veut intervenir, la ligne de la radio de la diaspora est encore ouverte. Nous sommes encore là pour 30 minutes, le temps que nos auditeurs, nos invités partent en ligne. Il est encore 22h41 ici. Une pensée ce soir à ATOG, Association des cadres et techniciens d'origine guinéenne, qui fête leur 30e anniversaire ce soir sur Paris. Donc je reviens vers ces auditeurs qui nous appellent toujours, qui souhaitent intervenir dans cette émission. Nous allons pouvoir partir du côté de l'Australie, où je vais donner l'opportunité à ces autres auditeurs d'intervenir dans cette émission. Est-ce que vous m'entendez bien, monsieur Diallo, est-ce que vous m'entendez? Le numéro qui se termine par 56 depuis l'Australie, est-ce que vous m'entendez, monsieur? Parfait. Écoutez, chers auditeurs, pour l'instant, ce numéro ne décroche pas à partir de l'Australie. Pourtant, il m'appelle pour poser... nous allons pouvoir passer dans la deuxième partie du débat où je vais donner l'opportunité à mes deux invités de s'exprimer sur ce procès, le procès du 28 septembre, mais plutôt nous allons pouvoir parler de la capacité de notre pays, à travers ses juridictions, à travers ses personnels, d'organiser dans la sérénité ce débat. Monsieur Kourouma, quelle lecture, quelle analyse pouvez-vous faire de ce procès? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que notre pays, nos juridictions, nos juges sont capables, dans la sérénité, dans l'indépendance, dans l'équité, d'organiser ce procès d'envergure, le procès du 28 septembre? En l'état actuel des choses, je vous dirais non. Nous avons une justice qui travaille dans des conditions lamentables. Nous avons une justice qui est, mais comme beaucoup de pans de la société guinéenne, qui a été marginalisée, la culture, la justice, la police, l'armée, etc. Donc, dans l'état actuel des choses, je dirais non. Maintenant, il faut, moi, je l'ai dit en préambule de votre émission, lorsque votre auditeur, m'a interpellé sur ce pan-là, je lui ai dit une chose, c'est que l'horreur de cet acte qui a été posé le 28 septembre par les militaires est une horreur absolue à mes yeux. Il faut penser les blessures. Nous nous devons au nom du peuple guinéen, au nom des victimes, de rendre justice. Et je veux que cela se fasse, comme vous l'avez dit, si bien dit, le mot important c'est sérénité et justice. On ne peut pas rendre justice dans l'injustice. Donc, pour ce faire, il va falloir effectivement que l'État guinéen mette les moyens, et en termes de formation, parce qu'il s'agit de crimes contre l'humanité, et en termes de moyens techniques, pour que ce procès ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Alors, pour ce faire, Toumba Gakita a été extradé du Sénégal. Nous attendons aussi, je pense, que les principaux concernés, c'est-à-dire le président d'Addis, voire le général Sekouba Konaté dans une moindre mesure, soient aussi entendus. C'est un sujet très épineux. Moi, je me garde de me prononcer avant la justice et je me garde surtout de faire quelques commentaires là-dessus. Mais je veux que ce procès ait lieu d'abord en tant que Guinéen, en tant que responsable politique, et je veux qu'il ait lieu dans les meilleures conditions parce qu'il faut que la vérité, pour une fois, dans ce pays, soit établie. Nous avons le record du monde de morts où il n'y a je dis bien aucun jugement. Récemment encore, vous avez eu 7 morts lors de manifestations avec une femme enceinte de 6 mois qui a été tuée, et cela sans aucune forme de procès, sans aucune forme de questionnement, d'abord de la part de la justice et ensuite de la part de la société guinéenne. C'est-à-dire que nous cohabitons de manière... nous avons pris l'habitude de cohabiter avec la mort, avec cette tragédie. Pour moi, une vie d'un Guinéen, ça vaut tout l'or du monde. On ne badine pas avec cela. Donc, au-delà des grands
discours, il faut que ce procès ait lieu, et comme vous l'avez si bien dit, dans la sérénité, avec les moyens nécessaires donnés à la justice pour qu'il y ait un jugement équitable et pour que ceux qui doivent être condamnés le soient et ceux qui doivent être acquittés le soient aussi. Voilà comment je vois les choses. Merci de votre avis, M. Kourouma. M. Gawal, quelle est votre analyse là-dessus par rapport à l'état actuel de notre justice? Bon, sans doute, j'ai une divergence avec Ahmed Kourouma sur la nécessité de faire passer cette justice en Guinée, le jugement en Guinée. La question pour moi, elle est qu'est-ce que nous recherchons? Le 28 septembre, c'est une horreur. Le jugement, est-ce que l'objectif c'est de mettre des gens en cachot? Ou bien c'est d'en tirer les leçons pour l'histoire, pour nous, pour souder encore un peu plus la société guinéenne, pour que plus jamais ces choses n'arrivent pas, pour qu'ils servent de pédagogie pour demain. Si ça c'est l'objectif recherché, en tout cas pour moi, l'essentiel n'est pas de foutre des gens en prison. L'essentiel est qu'on en tire les leçons et que ces leçons soient apprises, récitées, connues, et que plus jamais cela ne puisse se reproduire dans notre pays. Pour ça, nous avons besoin d'une justice qui rassure. Or, notre institution judiciaire est défaillante. Elle est absente de la société guinéenne, de la régulation nécessaire de la société guinéenne. Je ne souhaite pas que ce procès ait lieu en Guinée. Parce que quel que soit le sens du verdict, si elle sera contestée, il va être source de polémique et donc incapable pour les Guinéens de tirer les leçons du passé, encore être une source de crispation de la société. Je voudrais donc que cette justice qui sera rendue là qu'elle soit rendue par la haie, qu'elle soit rendue ailleurs, qu'elle soit rendue par d'autres juridictions, mais que le résultat soit rassurant pour les Guinéens. Et ça, c'est fondamental. Parce que, et c'est l'absence de cette capacité d'assurance par l'institution judiciaire de notre pays qui me fait douter de la nécessité que ce procès ait lieu sur le sol guinéen. On n'a pas les moyens, on n'a pas les hommes qui incarnent cette confiance-là aux yeux des Guinéens. Et donc ça, c'est très important. Et le régime... M. Gawal, est-ce que ce procès peut être une source de déstabilisation pour notre pays, pour le tissu social? Le risque est là. Le risque est là, oui, parce que les hommes qui sont mis en cause sont des hommes puissants encore dans la société guinéenne. Donc le risque est là. Or, nous devons faire de la pédagogie pour que les uns et les autres comprennent qu'au-delà des condamnations de peine de prison qui peuvent ressortir, que cela doit servir de leçon. Non pas par la dureté de la sanction, mais par l'explication pédagogique, par la compréhension de la dimension de l'horreur que les Guinéens ont vécu dans leur chair et dans leur imagination. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, quand je dis, pour moi, il n'y a pas de nationalisme qui sied lorsque la question de justice se pose, que ce soit la Cour pénale internationale, que ce soit un tribunal spécial africain, que ce soit un tribunal spécial qui siège dans un autre pays. En tous les cas, pour que le procès se déroule dans la transparence et que les résultats soient acceptés par tous. Et ça, c'est fondamental pour moi. Aujourd'hui, la justice guinéenne est incapable d'offrir cet environnement-là. Moi, j'ai des forts doutes que cela ne puisse réveiller d'autres sources de crispation et cristalliser encore de nouvelles crises dans notre société. Et cela, ça n'aura servi à rien, ce procès-là. Donc, il faut éviter ça. Il faut faire très attention. Et là, moi, je ne suis pas comme beaucoup d'Africains qui sont révoltés contre la Cour pénale internationale parce que c'est une juridiction internationale, parce qu'on considère que les crimes et les horreurs doivent être gardés à l'intérieur des frontières d'un pays. Non. Je pense que c'est un combat. Quand on a dit crime contre l'humanité, cela engage l'humanité tout entière. La géographie ne suffit plus à limiter ceux qui doivent dire le droit pour faire valoir les principes démocratiques dans quelques territoires du soir. Donc moi, je suis pour vraiment qu'on délocalise ce procès-là. Alors est-ce que je peux intervenir? Alors oui, Ahmed, oui.
Voilà, je reviens dans le studio. Monsieur Gawal, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Parfait, Monsieur Gawal. Juste un petit souci technique. Beaucoup d'auditeurs connectés ce soir sur les zones de la radio Basse-Côte internationale, vous l'avez compris. Dites-nous en quelques mots, quelles sont, d'après vous, la force et la faiblesse de notre opposition guinéenne? Mais excuse-moi, frère Gawal, pardonnez-moi, je voulais juste répondre à l'intervention de frère Gawal, de ce qu'il a dit. Je voulais rectifier certaines choses. Est-ce possible? Oui. Allez-y, M. Ahmed. Oui, alors je voudrais d'abord, nous avons effectivement des divergences là-dessus. Je voudrais d'abord rectifier une chose. Lorsque le député Gawal parle de nationalisme, je ne suis pas un nationaliste. Je crois que c'est Romain Gary qui disait que le nationalisme c'était la haine des autres et le patriotisme c'est l'amour des siens. Moi je suis patriote. Alors je ne suis pas contre un procès à l'étranger, mais je veux un procès, s'il n'a pas lieu en Guinée, parce que pour des raisons qu'elle vient d'évoquer, qu'il ait lieu sur le sol africain. Pour des raisons simples. Je vais lui donner un exemple. Hissène Habré a été jugé au Sénégal sur le sol africain. Et pour des crimes qui sont aussi de cette même nature-là et qui ont duré sur des années. Et je ne pense pas que ça ait bouleversé à ce point la société tchadienne. Je pense que faire preuve de maturité aussi à notre niveau, africaniser notre justice, ça veut dire aussi juger nos fils ou nos filles sur le sol africain. C'est ce en quoi je crois. Bon, qu'ils pensent le contraire, tant mieux. Nous sommes dans une démocratie, c'est une très bonne chose. On pourra en discuter. Mais je crois fermement que je suis fatigué, las, d'avoir des leçons de morale de la part de l'Occident qui n'est pas non plus exempte ou de tout reproche en termes de crimes contre l'humanité, etc. Donc, effectivement, l'historicité qui est la mienne, le parcours politique qui est le mien me fait dire que ce qui s'est passé le 28 septembre doit être jugé, si ce n'est en Guinée, je peux lui accorder cela. En tous les cas, il faudrait que ça se passe sur le sol africain parce que, effectivement, la pédagogie dont il parle, la prise de conscience dont il parle, ne pourra se faire que si les jugements sont rendus sur le territoire africain. Parce qu'effectivement, il faut que l'on tire les leçons de cela, mais il n'y a pas, c'est un crime absolument odieux, il faut qu'il y ait des sanctions. Je ne suis pas pour mettre tout le monde au cachot, mais je suis aussi pour, parce que la justice aussi, c'est le devoir d'exemplarité et c'est la fermeté. Donc il faut que les gens qui seront reconnus coupables de ce crime soient sanctionnés à la hauteur de leur forfait et que les innocents soient innocentés. Toutefois, pour la symbolique et pour la pédagogie de ce procès, pour ce qu'elle doit amener en termes de prise de conscience en ce qui nous concerne, je pense qu'elle serait beaucoup plus forte en termes de symbolique si elle avait lieu soit sur le territoire guinéen, soit sur le territoire africain. Ça voudrait dire que nous ferions preuve, là, de maturité suffisante pour pouvoir juger et faire condamner des gens qui ont participé, encore une fois, à une horreur. Voilà ce que je voulais apporter comme rectification. Je ne suis pas un nationaliste, je suis un souverainiste patriote. Ce n'est pas la même chose. Merci, M. Kourouma, pour cette précision, souverainiste patriote. Nous l'avons compris, 22h53 dans le studio. Nos invités étaient prévus pour une heure pour débattre de ce sujet d'envergure. Chers auditeurs, vous nous appelez ce soir un peu partout et tous qui nous envoient des messages via la page Facebook de la radio Basse-Côte internationale, je tenterai de remonter ces questions à nos deux invités auxquels j'ai déjà les coordonnées. Nous revenons dans le débat pour donner la dernière question à M. Ousmane Gawal qui va sans doute nous parler de la force et de la faiblesse de notre opposition. Monsieur Gawal, c'est à vous de nous parler de la force et de la faiblesse de notre opposition. Avant de donner la chance à Monsieur Touré, à M. Cheikh Silla qui nous appelle de Toulouse et M. Ousmane Ba qui nous appelle aussi d'Orléans. Merci. Disons que la force de l'opposition, c'est le fait d'avoir réussi quand même à être mobilisé, à réussir à avoir encore beaucoup de militants autour de lui et à se faire entendre dans le pays, que ce soit bien au Parlement ou ailleurs. Je pense que cette capacité-là, depuis qu'Alpha est au pouvoir, ce ne sont pas les stratagèmes qui ont manqué pour diviser, pour éloigner l'opposition, pour la faire éclater, pour l'émietter, pour faire en sorte qu'elle soit plus audible et plus faible. Donc je pense que le fait qu'on ait gardé le cap de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça, il faut le mettre sur le compte de l'opposition. Maintenant, parmi les faiblesses, je pense que nous avons du mal à avoir encore une politique unitaire, entre guillemets. On est capable, les intérêts
divergents sont encore très présents dans la nécessité, enfin dans le combat, et donc qui empêchent de mettre en avant la nécessité de s'organiser pour favoriser une alternance rapide, une alternance démocratique. Donc l'émiettement est à ce niveau-là et chacun a envie de soulever son drapeau. Cette volonté-là empêche l'opposition d'avoir une certaine efficacité dans le combat qu'il mène. Donc dans le combat qu'elle mène. Donc et ça c'est des choses qu'il faut mettre des faiblesses de l'opposition guinéenne. Parfait, chers auditeurs, vous l'avez compris, 22h55 dans le studio, plus qu'à dire donner un message à nos auditeurs qui nous écoutent ce soir. Nous n'avons pas pu avoir l'accès au niveau de la présidence par le biais de M. Cissé qui a assuré la croix de transmission. Ce soir, c'est vrai que le professeur Alpha Condé était attendu de pied ferme avec les auditeurs de la radio Basse-Côte Internationale. Ce n'est que partie remise. Nous tenterons ces jours-ci de rentrer en contact avec le professeur Alpha Condé qui passera sous les ondes de la radio de la contradiction, la radio de la diaspora guinéenne. Monsieur Kourouma Ahmed, merci en tout cas de votre présence sur les ondes de la radio Basse-Côte Internationale. Si vous avez un message ce soir à l'endroit de ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent ce soir, quel est le message que vous voulez délivrer à la diaspora guinéenne à travers sa grande radio, la Basse-Côte Internationale? Alors le message, c'est un message d'espoir. Moi, j'ai foi en notre nation, j'ai foi en notre pays et j'ai foi au génie guinéen. Nous avons été le peuple par le passé qui a été capable de dire non le 28 septembre, qui a été capable de prendre son destin en main. Nous avons malheureusement suivi les affres des différents courants politiques ou des différents passages de coups d'État, etc. Et nous rentrons dans une période de remise en question, de remise en cause de ce que nous sommes, mais surtout dans une période où nous voulons un renouvellement, pas un jeunisme à tout prix, comme le député Gawal l'a précisé et le doyen Cissé, mais dans une période où la classe politique, où la société guinéenne s'interroge sur son devenir. Alors pour ce faire, je l'ai rappelé tout à l'heure, il faut que la diaspora rentre en masse. Je voudrais préciser à l'un de vos interlocuteurs qui demandait, je crois qu'il était aux États-Unis, qui demandait comment l'État pouvait mettre comment dirais-je, en exergue les différents moyens pour faire rentrer la diaspora. Une des possibilités qu'il y a, c'est que, effectivement, lorsqu'il y aura alternance, que nous mettions en place un système de ce qu'on appelle l'intelligence économique et que nous soyons, à partir de la présidence, que nous allions chercher tous les talents guinéens qui travaillent à l'extérieur pour leur demander, si ce n'est de rentrer, de venir mettre au service de leur pays leurs talents, leur capacité à aller chercher des financements privés, leur capacité à nous soumettre des propositions. Cela s'appelle l'intelligence économique. Le Sénégal le fait, parce que j'ai participé à la mise en place de cela. La Côte d'Ivoire commence à le faire, l'Afrique du Sud l'a fait depuis très longtemps, et le Kenya aussi. Donc il va falloir qu'on le fasse en direction de la diaspora. Le dernier message que je voudrais lancer, qui est très important, c'est rentrons au pays. Il va falloir que l'on arrête d'aller construire la terre des autres. Il faut effectivement, et c'est pas facile de le faire, il faut que l'on mette nos compétences, le savoir acquis à l'étranger, au service de notre nation. Je suis quelqu'un qui respecte énormément la France. J'ai un profond respect pour ce pays parce qu'il m'a permis d'acquérir le savoir, une culture et d'avoir la conscience qui est la mienne aujourd'hui, de rentrer dans mon pays pour y faire, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est le cas du député Gawal. Nous avons, il vous l'a rappelé, certaines divergences de point de vue, mais nous nous entendons sur l'essentiel, c'est l'amour inconditionnel que nous avons pour ce pays. Donc mon dernier message sera celui-là, rentrez si vous avez la possibilité de le faire, que vous soyez à l'étranger ou à l'extérieur, contribuons à ce que ce pays enfin émerge, vive de ses richesses et surtout, changeons nos mentalités, arrêtons de nous court-circuiter, de nous critiquer les uns les autres. Je pense que c'est dans l'union que nous serons forts, absolument forts, pour que demain, ce pays, qui est le plus beau pays d'Afrique de l'Ouest à mes yeux, soit le pays de référence. Nous avons des références à l'étranger, nous avons des références intellectuelles, il faut que l'on se réapproprie la maison Guinée, notre maison commune. Donc, vive l'alternance, vive la démocratie de ce pays. Merci beaucoup à vous en tant que radio et à vos auditeurs pour la qualité de leurs questions. Je remercie et salue le député Gawal qui mène le même combat que moi, avec quelques divergences. Et je vous dis bonne suite et courage à vous.
Merci, bonne suite et courage à vous. Le doyen, Monsieur Gawal, est-ce que vous êtes là, Monsieur Gawal? Oui. Monsieur Gawal, oui, je suis là. Quel est votre message ce soir? Vous avez entendu le message de Monsieur Kourouma, Ahmed Kourouma, qui était aussi mon invité comme vous. Quel est le message que vous voulez laisser ce soir à l'endroit de nos milliers d'auditeurs qui nous écoutent ce soir? Bon, disons que c'est dans la continuité. Il faut rappeler deux choses. Oui, il est important que le gouvernement mette en place des dispositifs pour encourager les talents et les Guinéens à rentrer dans le pays, mais n'attendons pas cela. Revenons quand même, parce que si les gens qui ont conscience de l'utilité de cette diaspora ne sont pas dans le pays, ne sont pas dans les prises de décision ici, l'attention qu'on doit nécessairement porter à cette diaspora ne sera pas effective. Donc il faut que les uns et les autres prennent des risques de rentrer aussi. Tout le monde ne fera pas de la politique. Les ingénieurs, les cadres, les techniciens, les enseignants, il faut que les uns et les autres viennent. Nous en avons besoin pour transformer ce pays, transformer ses mentalités. Et cela nécessite quelques sacrifices au niveau de la famille, au niveau de son économie, au niveau de son confort. Un peu de risque, mais au bout, la réjouissance est fondamentale. Donc c'est important sur ce plan-là. Deuxièmement, je pense que les médias comme les vôtres en ligne sont à féliciter parce qu'ils contribuent à faire entendre la contradiction, la diversité, souvent des controverses aussi, et permettre aux Guinéens d'épouser chaque jour un peu plus ce discours, cette nécessité d'avoir le dialogue, de dire l'essentiel. Et comme un auditeur l'a dit tout à l'heure, oui, monsieur, je ne veux pas faire un appel de pied comme ça, mais je vais quand même le dire parce que Papa Koli, c'est un ami, mais bon, c'est vrai, Ahmed a toute sa place à l'UFDG parce qu'on a besoin aussi de la compétition, de ces contradictions, de ces divergences à l'intérieur des formations politiques, parce que c'est par ça que l'on va dehors la monotonie et lorsqu'il y a la contradiction, lorsque les courants émergent, le progrès, la démocratie, ça s'enracine dans les pays, dans les partis politiques plutôt, et on les institutionnalise un peu plus et ce sera tant mieux pour la démocratie naissante de notre pays. Donc il faut qu'on évite aussi cet émiettement des talents dans les partis politiques. Il faut à un moment ou à un autre qu'on se regroupe dans les formations politiques et que les formations politiques là soient animées par des courants, par du dialogue, par de la contradiction, pour que les partis soient des partis qualifiés, de qualité, et que le débat politique en tire les bénéfices et la démocratie de notre pays, toutes les conséquences positives. Donc c'est important et je vous dis merci pour m'avoir donné cette fenêtre d'opportunité pour pouvoir échanger avec vos auditeurs. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, 23h02 dans le studio, c'était Ousmane Gawal, Ahmed Kourouma, deux de mes invités qui ont eu l'amabilité de nous rejoindre sur les ondes de la radio Basse-Côte Internationale, la radio de la contradiction. Chers auditeurs, tout est bien qui finit bien dans cette émission Projection sur la Guinée de ce samedi 8 avril qui tire à sa fin, où il a été question, vous savez, de parler de la conférence internationale sur l'émergence africaine, du discours du professeur Alpha Condé, de l'accord politique survenu entre l'opposition et la mouvance, de la capacité de nos juridictions et de son personnel de juger actuellement dans la sérénité, l'équité et l'indépendance ce procès tant attendu du 28 septembre. Il ne me reste qu'à vous remercier de votre fidélité, de votre attention, mais aussi et surtout de vos différentes prises de position qui, à mon sens, ont été tout au long du débat très enrichissantes et valorisantes. Pour ceux qui ont envie de rejoindre la fête de la Togue, l'association des cadres et techniciens d'origine guinéenne, je vous donne l'adresse, c'est 104 rue Vaillant Couturier, c'est 93 130 à Noisy-le-Sec. Pour ceux qui prennent le métro, c'est la ligne 5 du métro, la station c'est Raymond Queneau, puis le bus 104, l'arrêt c'est l'arrêt Vaillant Couturier, le bus 301 322, arrêt Vaillant Couturier à partir de la station Bobigny, Pablo Picasso. Chers auditeurs, tout le plaisir a été pour moi ce soir de vous servir. Encore, si Dieu le veut, la semaine prochaine, nous tenterons d'avoir le ministre de la Justice, M. Cheikh Sako, ainsi que le porte-parole du gouvernement, M. Albert Damantan, qui viendront sur ce plateau échanger avec vous. Le plaisir a été partagé. La semaine prochaine, si Dieu, le propriétaire de jour, le vieux Bever. You're
Apagambana